L'avènement du héros. Cette série de romans compte le périple d'un jeune garçon transporté de son monde d'origine vers un de fantaisie et de ses nombreux affrontements contre les légendes de ce dernier. Le héros venu d'ailleurs, Ancho, devenu Dan Adhémar, échappa un jour comme un autre de la forêt des ténèbres. Découvrant le modeste village d'Aris, il se prit d'affection de ses habitants, lesquels lui retournaient gaiement cette tendresse. Mais ceux qui lui considéraient comme ses amis, sa famille, furent un jour massacrés, laissant Dan seul devant les ravages de l'hérésie d'une organisation secrète. Le héros possédait une puissance destructrice inouïe après avoir survécu bien plus d'une dizaine d'années dans la forêt des ténèbres. Malgré tout, il a toujours été bon, blanc d'une innocence pure, si bien qu'on le croyait impossible de faire du mal à qui que ce soit. Mais ce jour-là naquit un monstre à l'inaltérable soif de vengeance. Encore ce même jour, Dan fit couler pour la première fois le sang d'un homme. Qui êtes-vous? Dan ne compte lui répondre. Tuez-le! L'organisation noire, encore vigoureuse, faisait front à la destinée du héros. Mais c'est un par un qu'ils tombèrent de la lame de celui qui est déterminé et destiné à purifier le continent. Les foins tachés d'un triste sang gisaient aux côtés du dernier mécréant tombé de la vendetta de Dan. Après ce sordide bain de sang, l'adrénaline s'apaisa, si bien qu'il revint à lui. Mais après avoir réalisé qu'il n'a obtenu aucune information sur leur organisation, Dan sombra dans le désespoir. Une fois les victimes du village d'Aris honorées par une sépulture d'amour, Dan se jure de tuer quiconque causera de tels ravages. Jeune, il n'eut la chance de découvrir les émotions qui font de lui un homme. Aujourd'hui, il découvrit et comprit ce que sont malheur, peine et tristesse. Il quitte ainsi le village d'Aris pour le cœur du comté d'Enitus, la ville de Westin. Et par le plus grand des hasards, Kael le Vaurien, aîné d'Enitus, se disputa violemment avec Dan jusqu'à être sauvagement massacré. C'est bien mon reflet. Un jour comme un autre, Kim Roxus se réveilla dans le corps de Kael Enitus. Il n'y avait rien, aucun signe avant-coureur. C'était lors d'un de mes rares jours de congé. J'avais emprunté l'intégrale de la série de l'avènement du héros pour tuer le temps. Je m'étais endormi pendant la lecture. C'est une sorte de réincarnation? Non, plutôt une transmigration. Y a aucun doute là-dessus, mais je suis bien devenu Kael Enitus. C'est mauvais. Dans le volume 1, Kael Enitus n'est ni plus ni moins qu'un antagoniste insignifiant dont la seule utilité est de faire briller le futur héros Dan Adhémar. Le calme régnait dans la demeure du comte. À l'intérieur de l'une des salles de bain, Roxeux, devenu Kael, ne trouvait pas la situation si mauvaise. Dans mon monde, je n'avais ni famille, ni amoureuse, pas de grands amis, et encore moins assez d'argent pour vivre décemment. Je vivais au jour le jour, sans raison de continuer autre que de me dire chaque matin « Tiens, toujours en vie !» Mais je ne peux pas me permettre de jeter cette nouvelle chance. Je n'ai aucune envie de mourir, et je n'apprécie pas bien plus l'idée de me faire casser la figure. Même si ma vie ici, celle de Kael le Vaurien, c'est toujours infiniment mieux que ma vie précédente. Je ne suis ni handicapé, ni marqué de larges cicatrices. Ça veut dire que je n'ai pas encore croisé la route de Dan. Kael le Vaurien, le fils aîné du comte, s'était comme d'habitude comporté comme l'ivrogne qu'il est jusqu'à devenir violent devant Dan, simplement parce qu'il refusa de boire avec lui. C'est pour ça qu'il a reçu une correction légendaire, le laissant grièvement blessé. J'ai vraiment hérité de la vie d'un déchet. Mais à vrai dire, ce qu'il advient de Kael après cet incident n'est jamais vraiment développé dans la suite de l'histoire. Dan, quant à lui, continue son périple en surmontant nombre d'épreuves et rencontrant nombre d'alliés. Il continue sa route jusqu'à devenir le héros du continent. Pour l'heure, Kim Roxus n'avait qu'une devise pour sa nouvelle vie. Il faut que je trouve un moyen de pas me faire tabasser. Si l'on exclut cet incident, sachant que Kael réchappe à sa raclée, il doit probablement continuer de vivre normalement au fil que l'histoire progresse. Mais le mieux à faire serait quand même de faire profil bas pour vivre le plus longtemps possible dans l'opulence. Tant que j'arrive à éviter de me faire casser la gueule et que je peux vivre paisiblement des petites joies qu'offre la vie, ça me va parfaitement. Autant faire comme si de rien n'était et aplanir peu à peu l'image désastreuse de Kael auprès du public et de ça, enfin de ma famille. Fort heureusement, je me rappelle plutôt bien de l'entièreté du début de l'histoire. Passant sa main dans ses cheveux, ça devrait être faisable. Jeune maître, est-il à l'intérieur de la salle de bain? S'habillant, Kael lui dit qu'il arrive. Tournant les talons et ouvrant la porte, c'est un majordome, sourire aux lèvres, qui vient offrir une tasse de thé à l'aîné Enitus. Ron. Il est une sorte de majordome fantoche, cachant sa véritable identité, laquelle n'est autre que celle d'un assassin venu des terres par-delà les mers de l'Est. Il agit comme un vieil homme attentionné, mais sa véritable nature est celle d'un être cruel, impitoyable et dénué de compassion. Je dois absolument faire en sorte que Dan s'occupe de ce type. Kael prend la tasse et le remercie, sans pour autant s'attarder. Le visage souriant du vieillard se trahissait par son regard malveillant. Cela dit, il n'est pas le seul à représenter un danger parmi mon entourage proche. Mais prendre une décision comme fuir ne m'amènera à rien. Il y a bien trop de personnes monstrueusement fortes partout à travers le globe. Je n'ai pas le choix de devenir plus fort, à minima pour pouvoir assurer ma propre sécurité. Qui plus est, d'ici peu, le continent s'effondrera dans une guerre totale. Je dois absolument être à minima correct en combat d'ici là. Par contre, il faut trouver le juste milieu. Si je deviens trop puissant soudainement, j'attirerai l'attention et l'histoire risquerait de chavirer si bien que je ne pourrais plus rien prédire. Jeune maître, ils vont commencer à l'habiller. Ouais, qu'ils lui mettent quelque chose de simple. Avec plaisir, monsieur. Ouais, y a pas à dire. Kael est vraiment beau. Peu importe
porte les vêtements, ce type rayonne. L'essentiel demeure au niveau du visage, mais j'ai hérité d'un corps ridiculeusement esthétique sur tous les points. Allons-y, monsieur. Le bal des salutations des domestiques se fit, bien que certaines personnes sont réellement terrorisées par Kale le vaurien. Et elle a peur à ce point. Pourtant, Kale n'était pas du genre à s'en prendre physiquement à quiconque, surtout au manoir. Le pire qu'elle a dû voir de son ancien, lui, a dû être du mobilier cassé alors qu'il était sous. Au fond, Kale n'est pas quelqu'un de difficile à cerner. C'est un déchet qui passe son temps à saouler la gueule et traiter les autres comme de la merde. D'où le surnom de Kale le vaurien. Mais enfin, si tout le monde me laisse vivre de mon côté, ce n'est pas forcément plus mal. Il va lui ouvrir la porte. Ron espère qu'il appréciera son petit déjeuner. Merci Ron, n'oubliez pas de vous restaurer vous aussi. À peine Kale eut-il fait quelques pas à l'intérieur de la salle à manger que son regard se porta sur l'austérité de l'ambiance contrastant avec le luxe omniprésent. Voici la famille de Kale, sa nouvelle famille à lui. Son père, le comte Auguste, est l'actuel chef de famille. Sa belle-mère, la comtesse Violonne. Son petit frère, Bassène, et sa petite sœur, Lily. Le silence régna jusqu'à ce qu'enfin Auguste prenne la parole. Il est en retard. Assieds-toi, va. Kale s'exécuta en silence. Mon nouveau père, celui de Kale, n'a aucun talent d'influence particulier. Il est simplement plein aux as, au point de l'obscénité. Quant à ma belle-mère, mon frère et ma sœur, ils se sont toujours contentés d'éviter le véritable Kale. C'est, en d'autres termes, l'environnement parfait pour que je puisse vivre tranquillou sans rien faire. Si ça n'était pas pour ses regards inquisiteurs. Kale demande à son père s'il a quelque chose à lui dire. Non, ce n'est rien. Si je devais deviner, ils doivent tous me trouver ingérable. Et c'est, à vrai dire, assez difficile de les blâmer. Autant manger rapidement et foutre le camp. La viande est exquise. Mais ce sourire qu'esquissa Kale provoqua un choc jusqu'à ce qu'en tomba un couvert. Bassène n'en revient pas. Il a souri. Mes excuses. Qu'est-ce qui lui arrive? Tiens, est-ce là du vin? Après avoir senti et inspecté sa robe, il s'en délecta et retourna au plat principal. Kale, c'est excellent, père. Oui, c'est immangeable, immonde. Attends, a-t-il vraiment dit que c'est délicieux? Oui, tout est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. C'est formidable qu'il apprécie le repas. Bien sûr, père. S'il vous plaît, appréciez-le tout autant que moi. S'il y a bien une chose d'appréciable à incarner Kale, c'est qu'il n'y aura personne pour me reprendre sur mes manières approximatives, voire absentes. Une chose également, c'est que je ne dois absolument pas me mettre Bassène à dos. En l'état, il est celui parti pour hériter du comté, et en tant qu'aîné déshérité, je pourrais me prélasser dans une retraite quelque part loin de l'effervescence du domaine. S'il advient que cela est impossible, pour une raison ou pour une autre, je dois être prêt au plus vite à fuir là où la guerre ne viendra pas me trouver. Étant venu au niveau de son fils, Auguste lui demande s'il a besoin de quelque chose. Y réfléchissant un instant, de l'argent. S'il vous plaît, père, un peu d'argent me serait d'une grande aide. Oui, bien sûr, il lui en donnera pleinement assez. Pleinement assez fera entièrement l'affaire alors. À l'arrière, Bassène et Lily se demandaient, comme son père d'ailleurs, ce qu'il manigance à sourire comme ça. Mais une fois devant le chèque à remettre au trésorier, qu'il n'en revient pas du montant écrit. Les Initus n'ont pas juste énormément d'argent, les sommes sont à mettre à l'exposant. Avec autant à ma disposition, je dois d'entrée de jeu revoir mes plans. Ron, le majordome, lui demande ce qu'il peut faire pour lui. Quel jour sommes-nous? Répondant ironiquement, celui-ci lui dit qu'aujourd'hui est le 29e jour du 3e mois de l'an 780 du calendrier de la constellation du chat. Il se croit amusant, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin. Par contre, le temps presse. Dan Adhémar sera présent sur Westin aujourd'hui même. Le chariot traversait tranquillement les rues pavées du siège du comté jusqu'à ce qu'enfin il arrive à sa destination. Kale posa pied au sol et leva la tête, le regard se posant sur un prestigieux salon de thé de Westin. La fragrance du thé, de la poésie de son nom. À l'arrière, le cocher anticipait déjà les heures qu'il allait devoir passer à attendre ici que Kale ait terminé ses activités. Mais à sa surprise, celui-ci lui dit qu'il peut disposer. Pardon? Il compte le faire se répéter? Non, bien sûr que non. Mais n'a-t-il pas besoin d'attendre que monsieur ait fini pour pouvoir le ramener? Non, ça ira, il compte rester ici un moment. La calèche partit, Kale pénétra à l'intérieur du salon de thé, doucement animé de joyeuses mais calmes discussions. Mais alors qu'un regard parmi d'autres se tourne légèrement vers la porte d'entrée, le bruit des clochettes, c'est l'aîné du comte, Kale Initus, qui leur fait grâce de sa présence. Une présence qui, à vrai dire, ne plaît guère à grand monde. Cela dit, Kale distingue celui qui semble être le propriétaire à l'arrière. Celui-ci posa le livre qu'il avait en main avant de gaiement saluer son client. Kale sait très bien de qui il s'agit. Ce porc Bilos n'a de cesse de prétendre de jouer une personne simple, ouverte et généreuse, laquelle est aux antipodes de qui il est réellement. Posant quelques pièces sur le comptoir, Kale lui dit qu'il compte occuper le 3e étage toute la journée. Aussi qu'il lui apporte un thé, n'importe lequel, du moment qu'il n'est pas amer. Également, aurait-il quelques romans ou juste de la poésie? Mais bien sûr qu'il en a, monsieur, et pas que quelques ouvrages. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Il appréciera ce qu'il lui recommandera, comme pour le thé d'ailleurs, mais rien d'amer. Bilos lui dit qu'il lui amènera ça au plus vite. Lui tendant une pièce de plus, Kale lui dit qu'il lui reprendra du thé plus tard. Mais au taux de conversion de l'or, ça fait 1 million de gallons, c'est bien trop! L'argent, ce n'est pas ce qui me manque, considérez ça comme un pourboire. Autant profiter des montagnes d'argent de la famille pour pouvoir asseoir mon pouvoir. Mais une fois seul à l'étage, livre était servi, le regard de Kale se portait vers l'extérieur. C'est sans l'ombre d'un doute ici. Dan se fera chasser de l'entrée par les gardes alors qu'il est venu rapporter au comte le massacre qu'il y a eu au village d'Aris. Au lieu de poursuivre sa vengeance comme sa colère le lui hurle, son cœur souhaite avant tout permettre aux défunts de reposer paisiblement. Quelle bonne personne.
glouton. Pourquoi eux, les maîtres de ces terres, devraient être perturbés par des rapports inutiles sur la mort de quelques gueux et des sarrasins qui les ont attaqués? Ce verre d'alcool vaut bien plus que la vie de toutes ces souillures réunies. Fascinant. Il se moque de ceux qui lui permettent de monter sur ses grands chevaux. Quand il en aura fini avec lui, il ira s'excuser auprès de tous les défunts qu'il a insultés. La terreur se prit de Kyle en se rappelant ses lectures. C'est là ce qui devrait normalement se passer. J'en ai la chair de poule. Autant arrêter de penser au contenu du roman. Mais soudainement, il le vit. Dan Ademar était aux portes de la cité de Westin. Les gardes doivent être en train de lui demander ses papiers d'identité. Mais alors que Dan tourne la tête, Kyle sait très bien qu'il n'y a aucune chance qu'il dispose du moindre document nécessaire pour rentrer ici. Ah, il s'est fait rejeter. Dan est peut-être obéissant maintenant, mais il attendra la nuit pour rentrer en sautant par-dessus les murs. Il ira ensuite, dans la trame originale bien sûr, trouver Kyle, Sue, et la suite, je la connais. Sa tasse de thé finie, Kyle est descendu et elle a interpellé Bilos. Je serai de retour d'ici peu, gardez-moi ma place, je vous prie. Bien sûr, monsieur. Marchant en direction de la sortie dans un profond silence d'église, Kyle ouvrit les portes et referma celles-ci calmement. Un calme qui laisse sidérer l'ensemble de la clientèle. Kyle est parti sans rien casser? Je vous entends. Mais bon, passons. Je ferais mieux de commencer à voir pour obtenir quelques talents pour à minima me protéger. La défense sera toujours plus discrète que l'inverse. Qui plus est, vu ma position de noble, les chances que j'ai de rencontrer des figures dangereusement puissantes sont incroyablement élevées. Pour survivre sur ce continent bientôt ravagé par la guerre, je n'ai pas le choix d'agir, et vite. Cela dit, je ne dois pas trop en faire non plus, sans quoi je serais forcé de faire face à de plus grands dangers encore. Traversant le marché, Kyle repense aux pouvoirs anciens de ce monde. Parmi eux, il y en a un dont j'ai besoin en particulier, le bouclier immatériel. Il est similaire au bouclier de mana des mages. C'est devant l'étal d'un boulanger qu'il prit sa résolution. Dès aujourd'hui, je vais préparer l'appât pour obtenir le bouclier immatériel. Jeune maître, bienvenue. Ça me surprend même plus. Donne-moi du pain. Pardonnez-moi. On va faire simple. De là jusque là. Kyle jeta une pièce d'or sur le comptoir, laquelle roula et roula dans le silence de l'incrédulité de l'artisan. Prépare-moi tout ça, veux-tu? Quoique, si tu ne veux pas, je peux toujours aller ailleurs. Non, monsieur, c'est un malentendu. Il va le faire de ses pas. Le boulanger partit en trombe à travers son étal. Une fois le sac de vivres plein, Kyle le sait déjà, mais cet endroit est vraiment différent de sa Corée natale. C'est vraiment un monde de fantaisie. Traversant les quartiers moins favorisés de Westin, tous regardaient en silence le vaurien sillonner leur paisible quartier. Je dois vraiment incarner le pire déchet de l'humanité pour mériter des regards comme ça. Mais bon, on pourrait dire que c'est le karma. Cela dit, l'agacement pouvait se lire sur son visage alors qu'il patauge dans la boue omniprésente de la banlieue de Westin. Je ferais mieux de foutre le camp plus vite, j'en ai marre de cet endroit. Mais quelques mètres derrière Kyle, deux enfants semblaient comme le suivre discrètement. Ceux-ci étaient comme fascinés par cet homme. À l'extérieur de la bourgade, Kyle posa ses sacs et soufflait, mais son attention se porte sur le chemin parcouru et la vue de la ville au loin. Ça en fait une de ces trottes, surtout avec un sac aussi lourd. Passons, si ma mémoire est bonne, ça devrait être ici. Essayant de pousser la porte en bois, Kyle s'arrête immédiatement, la porte semblant prête à s'effondrer. Bon sang, mais de quand date cet endroit? Une fois rentré, il faisait désormais face à l'arbre gardé prisonnier des murets. Il doit bien être vieux de plusieurs centaines d'années. Il ne doit pas s'approcher de l'arbre. Il ne doit pas. Il mange des hommes. Un arbre glouton. Ceux-ci profitent des malheurs et regrets de ceux qui viennent y abandonner leur dernier souffle. Ceux-ci sont porteurs de malheurs et regrets passés. En feu en eux, une âme attendant d'être apaisée. Il y a fort longtemps, durant des temps immémoriaux, il eut une personne qui aima la nourriture jusqu'à déviance, au point que sa gloutonnerie causa son bannissement du temple où elle travaillait. Ayant perdu goût à la vie, elle se laissa mourir et vint un jour où une pousse germa, là où jadis son corps fut enterré pour reposer. La rancœur de cette personne, autant que les pouvoirs qu'elle éveilla, réside dans cet arbre. Alors qu'il sort l'un des pains, Kyle tient là son salut pour sa survie. En apaisant la colère de cet esprit, je pourrai obtenir le formidable bouclier immatériel. Ça doit être dans le coin. Il va mourir. Il ne doit pas s'approcher. Il ne doit pas. En voilà une belle de constante de la vie humaine. Partout où l'on va, même dans un autre monde, il y a toujours des enfants pour être bruyants. Je ferais mieux de les chasser avant de commencer, ça en va de leur sécurité. Se retournant vers les deux enfants et marchant vers ceux-ci, Kyle effraya ceux qui essayaient de l'éloigner de l'arbre glouton. L'arbre mange des gens. Il va mourir. Jetant des sacs remplis de petits pas au sol, il leur dit qu'il ne mourra pas. Qu'ils aillent voir ailleurs un coup s'il y est. C'est un arbre mangeur d'hommes. Mais le petit garçon, lui, abandonna les mises en garde, surpris par la générosité de cet inconnu. N'ont-ils jamais entendu parler de Kyle le vaurien? Grande sœur, mais l'arbre, il faut partir. Il ne doit pas mourir. Oui, allez, bon vent. Enfin un peu de calme, je vais pouvoir commencer. Après avoir sorti du pain du sac, Kyle plongea doucement celui-ci à l'intérieur du sombre puits noirci de la haine de la gloutonne. Mais de nulle part, son offrande disparut. Je suis pas passé entièrement chaud avec ces conneries, moi. Mais bon, c'est une agréable surprise que de pouvoir récupérer les pouvoirs de protection de la gloutonne. Bizarrement, je fais bien plus confiance en ses existences qu'en quiconque de ce monde. De ce que je peux me rappeler, il fallait nourrir l'arbre jusqu'à ce que l'obscurité disparaisse. Celle-ci, une fois son appétit complet, se mettra à rayonner d'une blancheur éblouissante. Une fois que mes yeux baigneront dans cette lumière, le bouclier matériel sera
mien. Kyle n'attendit plus et déversa l'ensemble du sac dans le puits. Bon appétit. Je vais avoir besoin d'au moins une bonne dizaine de sacs de pain supplémentaires. Mais une sorte de grondement résonna de l'abysse du puits. Bordel, c'est flippant. Tu parles d'une rancune. Les bruits continuèrent alors que le ciel tourna mauvais. Je continuerai demain. De l'autre côté du muret, les deux enfants se régalaient des pains que Kyle leur avait offerts. De vrais morts de faim. J'imagine que c'est leur peur de l'arbre qui les a poussés à vouloir m'en éloigner. Reste plus qu'à espérer que mes manœuvres pour apaiser l'arbre glouton ne les poussent pas à plonger la tête la première dans le trou par curiosité ou pour y retrouver plus de pain. Enfin moi, ça me simplifierait la tâche, ça ferait moins de pain. Mais pour eux, ce serait dommage. Les deux petits s'étaient arrêtés de festoyer, fixé Kyle, lequel leur dit que s'ils veulent plus de pain, ils devront se tenir au silence. En début de soirée, et après être retourné au salon de thé, Kyle descendit retrouver Pylos, lequel lui demande s'il les quitte. Oui, il attendra son retour. À ce propos, le thé était fameux, et bien qu'il n'en ait lu que la moitié, il a bien choisi sa recommandation. Le personnage principal était exceptionnellement bien écrit, et belle représentation d'ailleurs du cycle du héros. Qu'il ne laisse personne d'autre emprunter cet ouvrage pour qu'il puisse revenir le lire. Avec plaisir, monsieur, il va le mettre de côté de ce pas. Revenez bientôt, la maison lui est ouverte. Oui, bonne soirée. Une demi-heure après, tout au plus, Kyle fit escale à la taverne la plus proche, et autant dire que le tenancier n'était tout sauf ravi de le voir. Terroriser le sel aussi poliment que possible. Je le terrifie. C'est pas surprenant pour autant, suffit de voir la quantité de mobilier que l'ancien Kyle pouvait détruire à chacune de ses venues. Jetant une pièce d'or vers l'aubergiste, Kyle lui demande sa bouteille habituelle. Ajoutez-moi quelques filets de poulet aussi, non salés. Pardonnez-moi, mais sa seigneurie ne voudrait-il pas s'asseoir d'abord? Face au silence du jeune noble, l'aubergiste partit en troupe lui chercher ce qu'il a commandé. Ils vont se dépêcher, promis. Et commence à être longue la mélodie. Mais le regard de Kyle se tourna vers des brigands de bas étage attablés non loin. La fripouille et les arnaqueurs évitent tous mon regard. En y repensant, et là-dessus spécifiquement, Kyle est un type bien étrange. En général, on pourrait s'imaginer que les fils de nobles indignes s'entendraient bien avec la petite frappe, mais ce n'est aucunement le cas de Kyle. Il les a toujours dénigrés, considérés comme des ratés. Revenu aussi vite qu'il partit, le tavernier apporta sa commande au noble. Merci bien, mon brave. Prenant doucement le chemin de la sortie, sous des regards effrayés, il s'imagine volontiers qu'en ayant commandé la bouteille préférée de Kyle, il a dû récupérer la plus chère de l'auberge. Bon, autant se faire plaisir. Il a bien mérité de se désaltérer un peu. Ah oui, quand même, ça change de la piquette. Au bout de quelques minutes de marche à peine, Kyle pouvait ressentir l'alcool réchauffer son corps. Maintenant, si je me rappelle bien, je n'ai plus qu'à faire une centaine de pas en longeant le mur de l'enceinte à ma droite. Comme prévu. Quand Dan escalade et saute le mur, il atterrit proche d'un chat qui, sous le coup de la surprise, assomme presque celui juste à ses côtés. Dans ce monde où les coïncidences sont reines, le destin voudra que Dan se torde la cheville en essayant d'éviter de retomber sur la pauvre bête. C'est vraiment une bonne personne. Celui-ci ouvrit les yeux, au bruit de pas tout proche. Bon Dieu, ça me rend nerveux. J'ai bien fait de picoler un coup avant de venir. Maintenant, il va falloir que je fasse bonne impression. Une fois le filet de poulet déballé, mes pauvres, vous avez l'air affamé. Allez-y, c'est pour vous. Les deux chats s'approchant du poulet, Kyle constate qu'ils sont plus jeunes qu'ils ne les imaginaient. Alors qu'il déchire le filet de poulet pour les aider à manger, le petit chat gris se met à miauler frénétiquement avant que Kyle ne pose sa main dessus pour le caresser. C'est pour vous, ne vous inquiétez pas. Mon brave, avez-vous un endroit où loger? Kyle se tourne vers Dan, mais celui-ci reste dans sa bulle. Comptez-vous passer la nuit ici, dans le froid et dans la faim? Les deux chats, ronronnant de plaisir sous les caresses et la tendresse du repas qui leur a été offert, contraste avec le mutisme de Dan. Il doit toujours être en train de m'observer. Comptez-vous donc rester silencieux? Il a faim. Kyle se releva et à la hauteur de Dan. Eh bien, suivez-moi, je vous donnerai à manger. Pour l'heure, tout se passe pour le mieux. Mais Kyle est surpris par des miaulements incessants. Je n'aime vraiment pas les chats, mais eux, je dois le dire, sont plutôt mignons. Face au regard insistant de Dan, il sait qu'il ne va pas pouvoir les ignorer, sans nuire à la belle image qu'il essaye de créer de lui. Peut-être vous m'appréciez, mais je vais devoir vous laisser. Cependant, le chat gris, peut-être plus méfiant, miaulait vers le rouge qui se laissait joyeusement caresser par Kyle. Mais une fois le temps des câlins fini, les deux petits chats partirent gaiement. Une bonne chose de faite. J'ai beau faire comme si de rien n'était. Se retournant vers Dan, Kyle lui demande ce qu'il fait. Mais en l'absence de réponse, et vu son regard, il doit toujours être en train de m'évaluer. En plus de réfléchir s'il sera facile ou non de m'éliminer. Vous ne venez pas? Jeune maître? Bon Dieu, j'en ai assez de les entendre bégayer à chaque fois qu'ils s'adressent à moi. Ce n'est pas comme si j'allais les manger. Une fois les portes du manoir passées, rentré au chaud à l'intérieur, le majordome Ron salue son jeune maître. Oui, merci d'avoir attendu. J'en reviens pas que ce vieux cynique m'attendait. Il est terrifiant. Mais son regard croisa la froideur de celui de Dan. C'est moi ou il y a de l'électricité dans l'air? Mais s'adresse à son invité, Kyle l'invite à le suivre. Ron demande au jeune maître s'il doit raccompagner cette personne. Ça ira, Ron, merci. Au final, c'est plutôt une bonne chose qu'ils se soient rencontrés. Ah, monsieur, vous voilà déjà? Kyle en poussa un soupir. Ce doit être le sous-entendant Hans, celui qui s'occupe de moi. Dégainant la bouteille achetée plus tôt, Kyle effraya Hans. Mets ça de côté, veux-tu? Bien sûr, la prochaine fois je te la lancerai, alors tiens-toi prêt. Pardon, messieurs, où allez-vous? Les lumières de la deuxième cuisine de la demeure étaient encore allumées. Il reste encore une personne que Dan doit rencontrer. Le fils de Ron, lui aussi assassin mais improvisé cuisinier, Viklaus. Un autre type incroyablement flippant de cette foutue maison. Quant à pourquoi il doit rencontrer Dan,
Dans le roman, Viklos assiste à la raclée monumentale que reçoit Kale. Le fait est qu'il va être tellement impressionné par la capacité inhérente de Dan qu'il décide de le suivre. En faisant en sorte de resimuler cette alliance et en jouant mes cartes correctement, je pourrais peut-être même faire dégager le père avec. À partir de là, c'est une victoire totale et ma sécurité est assurée. Interpellant Viklos, Kale lui demande de préparer quelque chose pour cet homme. Levant son couteau, le cuisinier lui dit qu'il n'a pas entendu. Ce brave homme est affamé, qui lui prépare de quoi se restaurer. Bien, monsieur. Mission accomplie. Dan, Ron et Viklos se connaissent de visuel. Il n'y a plus qu'à précipiter leur départ d'une manière ou d'une autre. Tiens, fais-moi quelque chose aussi, je meurs de faim. Prépare-nous donc ton meilleur plat. Quoique, le steak d'hier, par exemple, était excellent. Tu es bon cuisinier, fais-nous cela et vite. À peine sorti de la cuisine, Hans interpelle Kale, lui demande ce qu'il doit faire de leur invité. Eh bien, c'est mon invité, alors occupe-t'en bien. De toute manière, tout ce que j'avais à faire aujourd'hui est fait. Si rien n'a suffi pour créer une relation de respect entre nous, je ferai en sorte que Dan massacre quelqu'un d'autre et que Viklos en soit témoin. Hans, je suis épuisé. Tu m'apporteras le dîner directement dans ma chambre. Mais celui-ci resta muet devant cet homme si différent. Dans le bureau du comte Auguste, Hans lui fit son rapport sur les activités de son fils Kale. Il est allé au salon de thé tenu par le fils illégitime de Flynn de la guilde marchande et a ramené au château un jeune homme dont l'identité est inconnue. Fait important à souligner, contrairement d'habitude, il ne s'est pas noyé dans la boisson. Hans lui demande s'il devrait le faire suivre dans ses moindres faits et gestes. Ce n'est pas nécessaire. Du moment qu'il est sur son territoire, ça ira. Qu'il continue de le surveiller et qu'il continue de lui faire ses rapports. Bien, monseigneur. Le silence revenu dans le bureau, Auguste a comme l'impression que son aîné a changé. Il ne fait aucun doute que Kale semble différent. Ce n'est pas comme s'il est soudainement devenu plus intelligent, plus puissant, mais la façon qu'il a de se comporter, ses actions ont abruptement dévié de l'image qu'il pouvait avoir de lui. Hans. Oui, monseigneur. Renseigne-toi sur le bâtard de Flim. Bilos de mémoire, comme vous le voudrez. Se levant de son fauteuil, Auguste se dirigea vers la fenêtre et fait le constat qu'il n'y a pas que Kale de différent. L'atmosphère au sein du continent tourne mauvaise. Depuis toujours, la maison Enitus n'a eu de cesse d'accroître sa fortune tout en la protégeant au fil de sa croissance. Cette richissime famille a su s'étendre par des leviers financiers. Mes fils, cela ne sert à rien de vouloir marquer l'histoire. Aspirez à vivre paisiblement et faites en sorte que votre quotidien ne soit que bonheur. Il est urgent de renforcer la sécurité du comté. Tout juste levé, Kale ne sentait franchement pas très bien. Mais peut-être que le pire, c'est de voir ce vieux cynique de Ron avec la limonade dès le matin. Il dormait si bien qu'il n'a pas voulu le réveiller. Ron, vous vous êtes blessé au cou? Alors que Kale prend la tasse, Ron lui demande s'il s'inquiète pour lui. Pas vraiment, c'est plus perturbant qu'autre chose. Oh, mais ce n'est rien de grave. Il a juste été blessé par un chat un peu sauvage. Un chat. Il voit donc Dan comme quelque chose d'inoffensif. La limonade avalée, Kale lui tend la tasse avant de se lever. Ron lui demande s'il sort déjà. Oui, il y a du monde pour s'occuper des occupations après tout. Très bien, jeune maître. Mais peut-il lui demander ce qu'il a pensé de la limonade? Eh bien, c'est agréable. Agréable, dit-il. En voilà un vieux désagréable. Quel genre de question est-ce là? Il m'a fait peur. Ron? Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi surpris. Son invité de la veille l'attend dehors. Il n'a eu l'occasion de lui dire, mais malgré son insistance auprès de son invité pour attendre le jeune maître dans sa chambre, il a insisté pour venir le voir directement. Il a ainsi attendu comme ça son réveil. Pas eu l'occasion de lui dire. Oui, prends-moi pour un con aussi. Ce type est vraiment abject. Il aurait pu lui dire 1000 fois, mais ça l'amuse de jouer avec les émotions d'autrui. Rouvrant la porte, Kale demande à Dan ce qu'il lui veut. Mais au fond, c'est absolument terrifiant de voir quelqu'un attendre comme un épouvantail comme ça. L'appareil. Pardon? Il veut lui rendre l'appareil. Pour la nourriture et la chambre, il veut lui rendre l'appareil. Nul besoin. A-t-il autre chose à lui demander? Mais intérieurement, Kale se demande qu'il sera assez fou pour vouloir servir d'un monstre comme Dan pour ses propres intérêts. Pour être honnête, il a besoin de son aide. Il va sûrement me parler de la tuerie du village d'Aris. Je dois absolument éviter toute implication avec lui. Dans le cas contraire, c'est plonger droit dans la guerre à venir. Hans saura t'aider. Tu peux lui demander. C'est un excellent intendant. Tu peux avoir autant confiance en lui qu'en moi. À ce propos, Ron est également quelqu'un dont je respecte, voire j'admire les compétences. Il saura t'écouter. Ron, veux-tu t'occuper de mon invité? Mais Dan lui dit qu'il ne sait même pas qui il est. Et qu'est-ce que cela change? Vous êtes venu ici, j'imagine illégalement, et vous n'avez conspiré à la moindre manigance. Vous devez avoir une bonne raison derrière votre venue. Alors pourquoi aurais-je besoin d'une raison pour vous venir en aide? Et puis je doute que votre requête soit quelque chose d'impossible. S'il s'avère que j'ai tort, on saura le reconnaître et le reconduire. Si c'est tout, messieurs, je vais vous laisser. J'ai du travail qui m'attend. Quoique je dois surtout récupérer mon argent de poche pour continuer de m'occuper de l'arbre glouton. Tout juste parti que Ron interpelle Kale. Il en ira de votre volonté, jeune maître. Tournant la tête sans dire mot, Kale peut se satisfaire de la tournure des événements. Surmonter les épreuves que garde secret l'avenir du continent appartient aux héros et ses compagnons, certainement pas à moi. Mais à l'arrière, Ron trouve ça fascinant. Ce chiot intrépide ne supporte pas les choses acides. Et pourtant, il a tout bu. Le chiot est effrayé. Se doute-t-il de quelque chose? Vous, ouvrez la marche s'il vous plaît. Émane de ce gamin une odeur de sang constante et abominable. Pourtant il le fait comme si de rien n'était. Impossible que le jeune maître ne l'ait pas remarqué. Tout devient fort intriguant. Bien sûr, cher invité, qu'il le suive donc.
Dan se retourna une dernière fois vers Kale avant de suivre le majordome. Plus tard et de retour au pied de l'arbre maudit, Kale vit un nouveau sac de pain dans le puits de sa rancœur. Mais résonne alors une voix du fond de l'antre. Plus! Donne-moi plus! Je comptais satisfaire la moitié de son appétit aujourd'hui, mais va t'en savoir pourquoi mon père Auguste m'a demandé de passer dans son étude ce soir. Il va pas falloir traîner, je dois être rentré pour le dîner au plus tard. Une fois le mausolée végétal quitté, le regard de Kale se porta sur les deux enfants mangeant le pain qu'il leur a apporté. Leurs doux visages, abîmés par la rudesse de la vie, marquaient pourtant bien plus que leur mine satisfaite pouvait laisser penser, si bien que Kale en pousse un soupir. Puisque j'ai vidé l'entièreté des stocks de cet étal boulanger que j'ai croisé la veille, deuxième fois, je vais m'abstenir d'aller les dévaliser à nouveau. Leur clientèle pourra en pâtir, autant sur court que long terme. Il va falloir que je me trouve une nouvelle boulangerie. Jeune maître, elle a entendu qu'il achetait beaucoup de pain et elle tient une petite boulangerie et bien voilà que la chance me sourit. Lui jetant un galon d'or, qu'elle lui demande de lui donner tout ce qu'ils ont. Aux anges, la boulangère n'en a pas les mots. Mais revenue à ses sens, elle lui demande d'attendre un instant, ce sera prêt d'ici peu. Et voilà que Kale obtint un nouveau sac rempli de pain. À peine ses stocks entièrement liquidés, qu'elle lui dit que s'il a besoin, elle peut en refaire au plus vite. Je commence à apprécier le peuple d'Aris, moi. Mais à peine c'était l'an de gaieté passé qu'un autre commerçant lui dit que chez eux, on peut en préparer plus encore. Eh bien, préparez un sac vous aussi, mon brave. Je passerai dans votre boutique la prochaine fois. Ça fait déjà 3 boulangeries à vider pour ma quête du bouclier immatériel. Les choses vont bien plus vite que je ne l'aurais imaginé. Mais à l'arrière, un homme au cou lacéré espionnait discrètement les affaires du jeune maître. Que diable fait-il? Viclos se demandait s'il est devenu fou. Quand père a dit trouver ce gamin intéressant, il n'y apportait pour ainsi dire pas le moindre intérêt. Mais plus il l'observe et plus il tend à acquiescer. Cela va être aussi amusant de l'observer que ce le sera pour cet être écœurant qu'il invitait au manoir. Mais c'est pas du pain, et encore moins du gâteau. Oui, eh bien, alors que le jeune garçon lui bloque le chemin, sa grande sœur lui dit qu'il ne peut pas mourir. Avant de venir en ce monde, je n'étais qu'un pauvre orphelin, perdu dans une mer froide d'oubli et chaude de compassion. Mon malheur, né du vide de ma vie, était égayé par ces moments de sympathie que l'on m'offrait à moi, le miséreux. Voilà ce que l'on dit. A-t-on besoin d'une raison pour montrer de la compassion envers les infortunés? Fut un temps où je ne comprenais ces mots dans le vrai sens qu'ils renferment. Plus tard, cependant, j'ai pu les comprendre. Voir de pauvres enfants malheureux est un paysage répugnant, inspirant révolte. Que des enfants soient souffrants est quelque chose qui me débecte. Je ne mourrai pas, c'est une promesse. Plus, donne-moi plus. Plus. Oui, c'est bon. Bientôt, tu seras repu. Au moins, j'ai l'impression que l'obscurité s'éclaircit. En tout cas, je peux être rassuré. Cet argent que je mendie à père ne va pas dans un puits sans fond. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Bon, ces gamins sont-ils rentrés? Je mentirais si je dirais que je ne me sens pas mieux à ne plus voir les blessures de l'aîné. Les deux chatons de la veille étaient venus retrouver leur héros. Pas de doute possible, leur frimousse c'est bien les chats d'hier soir. Ça m'embête de l'admettre, mais ils doivent se souvenir de moi. Bah, n'allons pas nous encombrer d'affaires superflues. De retour au manoir familial, en fin d'après-midi, Kale, dans l'étude de son père, lui demande poliment s'il peut répéter ses paroles. Kale, tu te rendras à la capitale en tant que représentant de la famille Enitus. Pourquoi il veut m'envoyer moi? De nulle part, qui plus est à la capitale. Le comte Auguste continue et lui dit qu'initialement, ça n'était prévu pour faire le déplacement. Mais lui est l'aîné de leur famille, il ne peut rester éternellement sur la touche. Quant à l'événement, il se trouve que la famille royale prépare une cérémonie où les fils de nobles du royaume sont conviés. Bassen s'est rendu à ces divers événements sur les 2 dernières années, bien qu'il n'a pas eu l'occasion d'assister à une festivité royale, et cette fois il aimerait que lui, Kale, s'y rende. Le destin vient de me jouer un bien sale tour. La terreur de l'Agora, un attentat terroriste qui coûta la vie à pléthore d'innocents citoyens rassemblés par milliers à l'occasion des festivités. Cependant, l'ampleur de l'incident fut grandement atténuée par les prouesses de Dan. Il sauva un nombre incalculable de vies, ce qui lui permit de se rapprocher de la famille royale en se liant notamment d'amitié avec le prince héritier. Les crocs du loup viennent de se refermer sans que jamais je n'eus compris que la nouvelle route de Kale, la mienne, trouverait son impasse dans la gueule de la bête. Pourtant, il a aussi maladroitement sous-entendu que Bassen aurait dû y aller à ma place. Devrais-je lui demander de me remplacer? Je vais me tenir à tout prix éloigné du danger, mais je ne peux pas me résoudre à envoyer Bassen 6 pieds sous terre pour autant. Néanmoins, le véritable Kale a bien eu le temps de se construire une réputation qui dépasse de loin les frontières du comté Enitus. J'ai beau paraître actuellement présentable aux yeux d'Auguste, m'envoyer là-bas moi vient balancer le prestige Enitus au feu. Et même si je fais la meilleure des impressions possibles, le simple fait de m'envoyer moi là-bas et mon pédigré est quelque chose que je ne peux expliquer. Auguste lui dit qu'il partira dans 5 jours. 5 jours. Dans la trame originale, le départ de Kale se serait fait après avoir été massacré par Dan. Il ne pouvait logiquement pas participer à cet événement. C'est inenvisageable. Le problème, c'est qu'il m'est impossible de savoir si c'est là le désir naturel d'Auguste. Il aurait très bien pu, dans l'histoire originale, nourrir le désir d'envoyer Kale, mais cela aurait été impossible par le fait qu'il était massacré. Ayant échappé à ce côté de l'histoire, je permets peut-être à Auguste de réaliser son plan initial. Cela dit, ça ne m'avance pas à grand chose de penser à tout ça. Le fait est que ce dont je peux être sûr, c'est que le cours de l'histoire a déjà commencé à dévier. Le comte poursuit. Il a déjà participé à ce genre de cérémonie avant que Bassen ne prenne le flambeau. Il n'aura qu'à
qu'à faire comme il a eu fait, qu'il repense à tout ça et qu'il voyage sereinement. Père, je dois vous admettre que je suis pris de court par votre décision. Mais surtout, je ne comprends pas pourquoi je devrais y aller moi-même. Me permettez-vous d'y réfléchir? Soit, très bien, vous pouvez disposer. Mais à peine les deux frères sortis que Bassen interpelle Kay. Grand frère, il n'y a rien qui pourrait le motiver à refuser. C'est vraiment mauvais. Ma position d'héritier était définitivement sur le point de sauter, Bassen ayant pris la relève et agit comme tel depuis maintenant 2 ans. Cependant, jeu politico-familial ou non, il vient de me donner une raison de représenter la famille devant la cour. La tournure des événements ne me plaît guère. D'autant plus que le pire dans tout ça, c'est que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Les chances que je revienne en vie sain et sauf sont particulièrement hautes. De plus, si Bassen décède, le prochain héritier du comté sera invariablement moi. Et je serai ainsi celui à qui incombera toute la ribambelle d'affaires casse-gueule qui viendront avec. En d'autres termes, Bassen doit survivre pour que mes rêves d'un futur paisible puissent subsister. Ah, vous voilà, jeune maître, c'est à propos de votre invité. Horns, amène-moi notre invité. Pardon, monsieur? Rien qu'à voir l'expression d'Horns, les problèmes de Dan doivent appartenir au passé. Qu'importe, de toute manière, j'ai assez à penser avec ce voyage inattendu vers la capitale. S'il n'est pas disponible, veuillez à lui dire ceci. Le paiement, je ferai n'importe quoi pour survivre, et voilà que dans mon malheur jaillit un éclat. Cette redevabilité, certainement toujours présente chez Dan, va m'être utile. Je suis devenu fou. Je vais utiliser Dan Adhémar pour mon propre bénéfice. Eh bien, il a l'air en bien meilleure forme depuis que Viklos s'occupe de ses repas. Sans surprise, Ron, son fils, et Dan s'entendent aussi bien que prévu. Mais soudainement, ce dernier s'éveille et demande à Kay quel est son prix. Droit au but, à ce que je vois. En tout cas, le scénario original de l'avènement du héros commence à subir sa mue. J'ai fait de mon mieux pour restreindre au plus le changement du cours de l'histoire. Si je me rends à la capitale, les changements seront infiniment plus drastiques. Premièrement, j'ai besoin de savoir si vous en êtes capable ou non. Pour faire simple, j'aimerais vous embaucher, alors faisons fi des politesses. Dan lui demande de continuer. Serais-tu capable d'assurer ma sécurité? Que veut-il dire par là? Au fond, c'est peut-être un changement de plan, abrupt, mais pas autant que l'annonce de père. De plus, Dan pourrait m'être d'une grande aide. J'empêcherai les futurs membres du groupe de Dan Adhémar d'obtenir les anciens pouvoirs du continent tout en me les accaparant. Ils s'en sortiront très bien sans. Kay répond à la compréhension de Dan et lui demande tout simplement s'il est en mesure d'assurer sa sécurité, comme celle d'autres personnes d'ailleurs. C'est plus une question de compétence qu'autre chose. Ou bien, ne sais-tu que tu es? Dan en reste silencieux, avant de lui dire qu'il n'en est pas sûr. Les mains tremblantes de Dan trahissaient les inquiétudes de Kay vis-à-vis de sa personne. C'est là pourquoi il vaut mieux éviter Dan Adhémar plutôt que de l'approcher. Cet homme est un danger. Et il le sait lui-même. Alors, tu peux tuer des gens? Je récise immédiatement, Dan lui dit qu'il le peut. Eh bien, il n'y a pas de raison qui pourrait t'empêcher de les protéger à la place. Mais Dan l'interrompt, ça lui semble difficile. Vois la chose ainsi, tu ne dois pas protéger une personne, mais tuer tous ceux qui veulent s'en prendre à elle. C'est simpliste et je te l'accorde. Mais en réalité, il te faut simplement être capable de lire l'atmosphère et de savoir faire preuve de retenue quand il le faut. Tout ce qui fut ma vie avant d'incarner Kay le vaut rien, n'a été que difficulté de seconde zone, au milieu d'un désert d'ennui. C'est pour cela que j'ai accepté cette nouvelle vie, à bras ouverts. Cependant, la paix à laquelle j'aspire m'impose de me frayer un chemin à travers des montagnes de problèmes. C'est là spécifiquement pourquoi j'ai besoin de quelqu'un pour me porter jusqu'au sommet de la paix. Je peux tracer la route, mais le temps me manque pour que je puisse faire le chemin seul en sécurité. Écoute, sache que difficile n'est pas impossible. Il suppose que c'est bien vrai. J'aime cette attitude. Une dernière question pour en terminer de ce petit entretien. Il l'écoute. Quel est ton nom? Il ne le connaît pas? Bien sûr que je le connais. Au fond, je suis pas prêt d'oublier le nom de celui qui a failli me refaire le visage. Vois-tu, on me l'a dit, mais j'aimerais l'entendre de ta bouche. Dan Adhémar, la main tendue, il lui dit qu'il s'appelle Dan Adhémar. Kay la lui sert. Lui il s'appelle Kay Lenitis. Ce que tu as à faire en guise de remerciement est plutôt simple. Dan prend le papier que lui tendit Kay. La princesse du royaume voisin Rosaline, laquelle a réchappé à une tentative d'assassinat, et le dernier survivant de la tribu des Lions Bleus, faisant de lui le seul héritier, Locke. Celui-ci est, à première vue, d'un aspect frêle, aussi faible qu'ordinaire. Mais si la colère jaillit et déborde de son esprit, il se transforme en un loup-garou capable d'une cruauté dont les mots ne font pas justice. Rosaline a, quant à elle, le plus grand pouvoir que le continent connaît, derrière Dan bien sûr. Elle ne vaut aucun intérêt au trône, son seul rêve est d'enfin trouver la grande tour magique, et la poursuite de cet objectif fera éventuellement d'elle un héros. Celui qui essaye d'ailleurs de l'assassiner plus tard dans l'histoire a été torturé par Viklos. Plus je comprends vers quoi je me dirige, plus j'en frissonne. Oui, vois-tu, j'ai un intérêt envers ces deux personnes. Mais au moins tu m'as montré que tu sais lire et c'est là un soulagement. Tu commenceras ton voyage avec moi, étalant une carte sur la table basse, Kay lui explique qu'il a inscrit les instructions sur le papier qu'il lui a déjà donné. Il y a une raison qui fait que Dan doit absolument m'accompagner jusqu'à mi-chemin. Dans l'un des premiers chapitres de l'avènement du héros, un certain marquis entre en scène. C'est, pourrait-on dire, le deuxième antagoniste après Kay le vaut rien. Il s'agit d'une raclure qui n'aura de cesse d'entraver d'obstacles le chemin de Dan et du prince héritier. Ce malade est même allé jusqu'à élever un dragon incontrôlable. Lui essayait d'apprivoiser un bébé dragon, lequel n'avait pas 5 ans quand il tomba dans les griffes de ce déchet. Les maltraitances qu'il eut subies le menèrent à enfin s'enfuir. Cependant, ayant perdu la tête après des années de sévices, ce dragon sillonna le continent et ravagea tout ce qui se présenta à lui. Il fallut attendre l'intervention de Dan pour enfin offrir au dragon la paix qu'on appelle la mort.
ses victimes pouvant ainsi aspirer au repos. Cependant, si c'est moi qui remplace Bassen pour les festivités royales, je serai voué à croiser la route du dragon éventuellement. Bien qu'il y ait encore du temps avant cela, il faut résoudre le problème à sa source. Soit on tue le dragon à la première opportunité, soit on le libère si tant est qu'il n'a pas déjà perdu la tête. Dan lisait le document que lui donna Cale, lequel lui dit qu'il n'a qu'à faire en sorte de le retrouver à la capitale avec ces deux personnes. Voilà comment il pourra lui montrer sa gratitude, après bien sûr l'avoir escorté lui. A-t-il juste besoin de les protéger? Disons que tu dois faire en sorte qu'il ne leur arrive rien, qu'importe la manière. Tu commenceras par t'assurer que j'arrive à la capitale indemne. Ensuite, il faudra qu'il en soit de même pour Locke et Rosaline, et enfin tu devras m'y retrouver. Mais face au regard incertain de Dan, Cale lui dit qu'il est bien capable d'assurer sa propre sécurité. Ne se sent-il pas capable d'en faire de même pour d'autres personnes? Si, il peut le faire. Très bien. Mais au fond, Cale aurait préféré avoir un verre ou deux dans le sang dans cette discussion. J'en ai mal au crâne. Tu peux disposer, Dan. Mais juste avant qu'il ne passe la porte des appartements de Cale, celui-ci l'interpelle. Tu te doutes bien que tout ce dont ils viennent de parler doit rester entre ces murs. Je m'en doute. La nuit venue, Cale alla retrouver son paternel. Père, j'aurais besoin de fonds. Soit, il en informera le trésorier. Auguste tendit à son fils un chèque signé, lequel plus tard faisait l'objet du bonheur de Cale. Y a pas à dire, le pognon fait le bonheur. Cela dit, Ron s'est permis d'entrer et d'apporter au jeune maître un thé citronné au miel. Son fils lui a préparé, jeune maître. Qu'il passe une agréable nuit. À l'instar de ses voyages à venir, il restera toujours de son côté. Mais à peine Ron sorti que la somnolence de Cale s'envola. Ces vieux débris a le don de me filer des insomnies. Je ferais mieux d'envoyer au plus vite père et fils avec Dan. Le lendemain, Cale est reparti s'occuper de l'arbre glouton, bien que son esprit ne cessait de frissonner. C'est comme si je m'étais fait l'intégrale sur Jack l'Éventreur dès le matin. Ron est allé retrouver Cale. Ce sera donc sa première fois à la capitale. Il se rappelle y avoir fait quelques années. Les élites adoraient pratiquer la chasse au lapin. Il a pu nouer quelques vagues relations à travers ce beau sport. Et puis tout, de la fusillade, des peçages, il excellait partout, ce qui plaisait à l'époque. Saleté de vieux cynique. Mais c'est pas plus mal que René Viclos fasse le déplacement à la capitale. Mais bref, au même moment sortit en trompe de son étal le dernier boulanger à s'être présenté la veille. Il ne s'attendait pas à voir le jeune maître si tôt. Tiens, il a l'air moins nerveux. Serais-je en train d'améliorer mon image ou je rêve? S'adressant à l'artisan, Cale lui demande ce qu'il en est du pain. Mais il est déjà prêt, monsieur. D'ailleurs, il se permet, mais s'il a bien compris, c'est une commande exceptionnelle. Il ne compte pas leur acheter du pain à l'avenir? Pourquoi? Voulez-vous plus d'argent? Eh bien, il ne peut pas dire le contraire. Je reviendrai quand j'aurai envie de manger chez vous, mon brave. Cale partit ainsi, rassasié l'appétit de la gloutonne grâce aux efforts des braves artisans de Westin. Traversant le quartier populaire, il tomba sur une vision qui ne le surprenait même plus. Ces gosses doivent vraiment être des sans-abri. Mais bon, je me doutais qu'ils attendraient. Leur tendant un pochon de pain, Cale leur dit de le prendre. Les deux enfants se relevèrent, toujours peu à l'aise devant leur bienfaiteur. Ils acceptèrent le présent en silence, laissant Cale repartir sans dire mot. Une fois de retour auprès de l'arbre, il est plutôt content de voir que le temps est brumeux aujourd'hui. Ce serait fort dommageable que l'on voie le puits de rancœur une fois apaisé et illuminer toute la colline de sa radiance. Bon, à nous deux. Vidant plus encore de pain dans le puits, l'esprit de la prêtresse déchue lui en demande plus. Donne-moi plus. S'il te plaît, il m'en faut plus. Oui, mange, mange. Mais voilà qu'enfin de la lumière s'échappe du trou. Jamais je n'aurais pensé qu'obtenir le bouclier matériel serait aussi simple que ça. Plus. Attends, jamais le roman n'avait parlé de ça. Je te donnerai un présent si tu m'en apportes plus. Un présent? Pas de doute possible, c'est là la dernière ligne droite. Ayant fait un dernier aller-retour entre Westin et le mausolée de la gloutonne, Cale déversa un dernier sac droit dans le cœur de la sépulture rancunière. Le grondement reprit d'un air plus doux cependant. Enfin, le tombeau de la prêtresse s'illumina devant Cale. C'est délicieux! Ces deux pains tout chauds étaient exquis. Les derniers peut-être plus encore que les premiers. On ne se lasse jamais de cette tendresse, de cet amour que les artisans ont mis dans ces pains. C'est... plus on y goûte et meilleurs ils deviennent. Ces blés sont infiniment supérieurs qu'en son temps. Ils sont doux, sucrés, ils sont trop bons. Eh ben putain, je comprends pourquoi personne n'a jamais réussi à contrôler ce fichu esprit. Sortant de terre, le petit esprit de la défunte apparut à Cale. Elle est rassasiée. Ces pains étaient formidables. Eh ben je sais pourquoi elle était bannie de son sanctuaire. C'est pas pour sa gloutonnerie, mais elle arrête pas de l'ouvrir. Déguster de tels délices était inimaginable en son temps. Les habitants de la forêt des ténèbres n'avaient de cesse de revendiquer le fait d'être les servants d'une divinité qui faisait pleuvoir les délices. Mais c'était une image qui m'a fait rêver. Cependant, et après les avoir rejoints, j'ai été insulté de gloutonne avant d'être banni du sanctuaire. Je vais pas mentir, au fond, rien à foutre. Mais bon, j'ai pas le choix d'écouter pour obtenir le bouclier. J'ai ainsi quitté la forêt avec mes amis. Nous avions à cœur de répandre la vraie bonne parole. Mais d'avoir perdu accès aux merveilles culinaires, je m'égara dans notre route. Je mourus de dépit sans même pouvoir jouir d'un dernier repas. Se rend-il compte de la justice de ce monde? Oh bon Dieu, mais quand est-ce qu'elle va la fermer? Oui, c'est une critique culinaire formidable. Elle sait parler de nourriture, mais à propos de parler... On est d'accord. Elle n'arrive pas à croire que quelqu'un la comprenne enfin. Tu es quelqu'un de bien, de vraiment bien. Elle a pas dû comprendre le sous-texte. Mais plus son esprit s'égaye, plus la noirceur s'apaise et s'éclaircit. Avant qu'enfin un éclat illumina le mausolée. Posant sa main sur cette lumière, Cale ressent une douce chaleur en son cœur.
Le puits ne cesse de répandre le bonheur de la maudite enfin apaisée. Elle jure solennellement de le protéger. Ces mots dessinèrent un sourire sincère sur le visage de Kale. La lumière embellit son cœur autant qu'elle le rejoignit. Et il sentit cette surprenante douceur d'âme. Une douceur aussi forte qu'apaisante entra en lui. Le bouclier matériel assure à travers une promesse solennelle la sécurité de son hôte avant toute chose. Ce serment se grave dans le cœur de l'hôte. En somme, ce bouclier restera à mes côtés jusqu'à ma mort. Je peux d'ores et déjà ressentir son pouvoir. C'est comme si mon cœur était plus vigoureux. Kale se mit en position. De ce que je peux me rappeler, la lecture des premiers volumes, je devrais être en mesure d'éveiller son pouvoir. Rouvrant doucement les yeux, Kale se concentra jusqu'à ce que le pouvoir pénétrant son cœur ne ressorte d'une forme nouvelle. La vision de cette parfaite symbiose entre le pouvoir de la prêtresse et son être le fit sourire. Face à lui, le bouclier matériel s'éveilla, lui accordant ses grâces. Si je m'en fie à ma lecture, ce bouclier doit être capable de résister à une attaque de Dan quand il sera au sommet de son art sans trembler. Le bouclier matériel peut se briser, mais tant que son hôte sera en vie, il ne le quittera pas. Peu importe le nombre de fois qu'il cédera, il reviendra. La manière dont il fonctionne est assez simple à comprendre. Il se nourrit du mana du cœur de son hôte et peut supporter le poids d'attaque jusqu'à égaler l'énergie absorbée. Une fois dépassé, il se brisera. Le bouclier se régénérera ensuite à l'aide de la susdite énergie. En somme, la puissance du bouclier provient de mon cœur. Si celui-ci devient plus fort, le bouclier gagnera en efficacité. Je n'aurai qu'à profiter de mon voyage à la capitale pour le renforcer. Je dois parvenir à faire en sorte qu'il puisse résister à au moins 5 minutes d'attaque continue de quelqu'un du calibre de Dan. En tout cas, l'avenir m'inquiète bien moins qu'il y a encore peu. Mais il y a peut-être un problème qui subsiste. Son pouvoir est d'une pureté éblouissante, c'en est presque obscène. Mais enfin, ce n'est pas comme si je comptais l'utiliser à maintes reprises non plus. Le combat, c'est pour les autres, pas pour moi. La brume laissa place à une sourde averse, et à peine de retour à l'entrée du manoir, que Kale tomba sur les deux chats qui ne cessent de le retrouver. Ceux-ci le regardaient comme leur sauveur. Pour autant, Kale aurait été de marbre, et c'est malgré que les deux petits se mirent à ronronner et se frotter à lui. Bon, à peine rentré à cause de la dite pluie, Kant demanda Kale ce qu'est la signification de tout cela. Ne pose pas de questions inutiles, va. Occupe-toi donc de ces deux pauvres bêtes. Les prenant dans ses bras, Hans ne sait quoi répondre. Mais ils sont adorables! Monsieur, est-ce qu'il peut s'occuper de tes adorables petits chats? Comme tu veux. Ah, également, sache qu'ils se taisent quand ils sont nourris, et ils sont frères et sœurs aussi. Mais alors Kant se lui dit qu'il n'est pas sûr de comprendre. Les deux chats comprennent très bien ce que leur sauveur sous-entend. Le parfum persistant du patchouli et une subtile odeur de pain frais. J'ai eu ma réponse bien vite. Vous croyez que je n'aurais pas deviné? Le chaton argenté doit être la grande sœur et le roux le petit frère. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Monsieur, vous me parlez à moi? Non, bien sûr que non, Hans. D'ailleurs, qu'en est-il du convoi pour la capitale? Monsieur le majordome Ron est parti avec Dan en ville. Il voulait acheter quelques affaires pour se préparer au voyage, si j'ai bien compris. Le chef Miklos est également parti avec eux. Très bien, je te remercie. Il semblerait qu'il commence à bien s'entendre. Mais Hans foutu en l'air cet instant de réjouissance. Il semble que tous trois sont excités de vous servir. Sorti malgré le temps, Kale retourna au salon de thé de Bilos. J'imagine que les clients se font rares avec ce temps. Ah, bienvenue jeune maître. J'ai promis de revenir, je viens honorer ma parole. Bien sûr, dois-je préparer le livre et le thé de la dernière fois? Non, fais-moi 2 thés je te prie, et un autre au citron, j'attends du monde. Gravissant les marches jusqu'au 3e étage, Kale alla retrouver la même place qu'il occupa lorsque Dan se présenta aux portes de Westin. Lui apportant sa commande, Bilos lui dit que la pluie est particulièrement forte aujourd'hui. La première tasse de thé posée, Kale en resta silencieux. Dan, Ron, Miklos et enfin Bilos. Ce dernier n'a que 2 phrases qui parlent de lui au début du roman. Cependant, il va rapidement révéler ses intentions et jura allégeance à Dan. Révéler, je n'ai pas choisi ce mot par hasard. Il est quelqu'un bouffé par le péché de cupidité. C'est ironique, mais je ne déteste pas ça pour autant. Ça le rend presque humain. Oh, jeune maître, j'ai cru entendre que vous vous rendiez à la capitale. Je m'y rends aussi. Le destin est bien curieux, ne trouvez-vous pas? Je le sais très bien. C'est là-bas qu'il se rencontre avec Dan au volume 3. Bilos continue. Il est heureux de savoir que monsieur le fils du comte n'est plus celui que son surnom laisse imaginer. Il est bien différent. Oh, le vaurien. Oui, c'est cela. N'étiez-vous pas appelé Kale le vaurien? Cela n'a rien à voir avec qui vous êtes. Aurais-je dû me saouler la gueule et casser une chaise ou deux pour éviter que l'histoire ne se développe ainsi? Bilos, tu ne peux appeler ton père, père, comme tu ne peux appeler ton frère, frère. Le grondement de la foudre résonna, ponctuant son discours pour Kale. Vas-tu continuer d'agir comme le bâtard de Flynn? Es-tu satisfait de ta situation? Je sais très bien que non. Tout chez toi n'est que façade. Vois-tu, ça fait 10 ans que j'ai bâti la mienne. Tu sais, Bilos, que tu joues sans but n'est pas grave. Tu peux toujours tomber le masque et enfin agir en sincérité. Prends-moi pour exemple, je tombe le masque sans préavis. Alors, qu'en dis-tu? Ah oui, j'adore cette comédie. Excellent, Bilos, excellent. Vous êtes déjà là, vous deux. Venez donc. Bon, sur ce, nous nous reverrons à la capitale, jeune maître. Ah mais je compte pas te déranger, t'inquiète pas. À vrai dire, j'espère surtout à ne pas le revoir. C'est Dan qui doit rencontrer, certainement pas moi. Mais voilà que mon premier carré d'as se dévoile. Les
futurs alliés se rencontrent pour la première fois. Si je manœuvre intelligemment, je devrais être en mesure de pouvoir émuler artificiellement les futurs événements clés de l'histoire qui amènent à la création de l'Alliance du Héros. Exactement comme pour cette fois-ci. Une fois Ron et Dan installés, Kyle interpelle le dernier. Je me doutais bien que tu suivrais Ron. J'imagine que Viklos s'est retourné à ses cuisines. Ron demande à Kyle s'il est proche du tenancier du salon. Non, pas le moins du monde. Très bien, merci. Ce vieux pose bien trop de questions. Je peux pas m'empêcher de m'inquiéter à chaque fois qu'il met son nez dans mes affaires. Mais silencieux tout du long, Dan s'éveille. Comme quoi il ne faut pas toujours croire les rumeurs. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Quelques instants plus tard, Bilos ramène à 3 thés. Les 2 autres que Kyle commanda et un pour la maison. Ce sera tout, messieurs? Oui, merci. J'ai commandé en avance. Celui-là, Ron, est spécialement pour toi. Comme tu m'en apportes tous les matins, je me suis laissé penser que c'est ton préféré. Celui-ci, silencieux, tomba son regard sur le thé au citron préparé par Bilos. Se rappelant ces limonades et autres thés qu'il donna à Kyle, boisson qui répulse ce dernier et dont il joua pour s'acquérir de l'état d'esprit du jeune maître qu'il perçut changer. Il reste imperturbable mais constate que la situation est infiniment plus intéressante qu'il ne l'aurait imaginé. Dan à l'arrière, très loin de toutes ces considérations, bien trop complexes, a de se jeter sur son thé. Mais Ron de son côté, toujours silencieux, ouvre la marche, prend délicatement sa tasse et but le coup de poker de Kyle. Celui-ci constate que malgré avoir abattu les cartes, il reste inébranlable. Le vieil homme reposant sa tasse, c'est Dan qui l'interpelle. Pourrait-il faire moins de bruit quand il boit? Mais celui-ci reste muet devant cette insolence. Depuis leur dernière altercation, Viklos, son fils, n'a eu de cesse de provoquer Dan en duel. Mais ce qui le prit de court fut ce qu'il a dit à son fils. Il va devoir protéger quelqu'un maintenant. Il en est capable. Il a dit qu'il pouvait le faire. Ron était surpris quand ces paroles lui ont été relatées. Mais pas autant que par celles qu'il a entendues à peine arriver ici. Vois-tu, cela fait 10 ans que j'ai bâti ma façade. Oui, cela devient de plus en plus intéressant. Mais de l'autre côté, le thé cannelle et miel sont neufs chez Dan. Mais aux yeux de Kyle, malgré cette opposition apparente, ils sont tous deux voués à devenir des compagnons d'aventure inséparables. Dans l'avènement du héros, Ron est dans ce que l'on pourrait appeler une relation contractuelle. Les circonstances sont peut-être différentes depuis mon arrivée en ce monde, mais leur relation finira par devenir ce qu'elle est naturellement censée être. Au diable l'histoire exacte du livre. Ma survie passe avant tout, et si je dois émuler chacun des événements clés par la force des choses, qu'il en soit ainsi. De toute manière, je ne peux suivre l'histoire à la lettre. Kyle est ravi de voir que son thé plaît à Dan. Rien ne vaut un bon thé sucré. Il a bien raison. Mais Ron ne prend part à leur conversation, restant perdu dans ses pensées. Bilos, voyant ses 3 clients partir, interpelle le jeune maître et lui demande s'ils s'en vont déjà. Oui, ils ont affaire. Eh bien, ils se réveilleront à la capitale. Je compte bien repasser avant mon départ. Ah bien, pour lire votre livre? Par exemple, oui. Formidable. Ce serait avec plaisir. Il est toujours le bienvenu ici. À très vite, monsieur. Ah, c'est qu'on s'y attache à son caractère de cochon. Je ne suis pas prêt de m'attacher à vous. Il ne parlait pas de lui. Il va falloir qu'il demande à Viklos de préparer les plats préférés du jeune maître pendant le voyage. Un vaurien demeure un vaurien. Mais il l'a vu haut comme 3 pommes réconforter son père après le décès de sa mère. Même quand il rentre ivre, il n'a jamais levé la voix sur sa famille. C'est fort embêtant. Et il a passé trop de temps à ses côtés. De retour de cette petite invitation amicale autour du thé, ce sont les 2 chatons de leurs yeux lueurs perles qui saluent Kyle de leur salve de miaulement. Ah, ils sont là, eux. De mémoire, Dan apprécie tout particulièrement les petits animaux. Il aurait mieux fait de le faire venir ici. Plutôt et tout juste les portes du manoir passé, celui-ci lui dit qu'il va aller s'entraîner. Il doit être sûr d'être à la hauteur de ses attentes. Il est déjà bien assez fort comme ça. Ah, messieurs, comment les trouvez-vous? N'êtes-vous pas d'accord pour dire qu'ils sont plus mignons, plus adorables et plus chipounés qu'avant? Par contre, il a beau essayer de les caresser, mais ne les laisse pas faire. Ce sont des méchants petits chatons, ça. Ah, terrible, oui. Il est complètement gaga. C'est presque pitoyable à vrai dire. Il doit y aller, mais il revient vite. Promis. Mais Hans a beau leur parler, les 2 chats n'ont Dieu que pour Kyle. Le sous-entendant, tout juste partir, repasse à la tête du côté de la porte. Surtout qu'il n'hésite pas à l'appeler s'il est tout petit chaton, tout mignon, tout plein, osant quelque chose. Fous le camp, s'il te plaît. Ron, à peine de retour, a eu beau lui claquer la porte au nez. Pour couper les griffes, les brosser, plein de trucs. Il est là, hein. Il est là. Merci, Ron. Sur ce, je vais aller me laver. Mais l'attention du majordome est happée par les 2 chats. Voyez-vous ça? Si ce n'est pas des petits chats garous, ils tombent à merveille. Le gris doit être celui de la brume, et le roux le venin. Les chats garous sont reconnus pour leur flair et leur rapidité. Si bien dressés, ils peuvent devenir de vrais atouts. L'ombre de la main de l'ancien assassin se posa sur les 2 chatons. Il lui fallait trouver un cadeau à offrir au jeune maître avant leur départ. Quelle merveilleuse coïncidence! Il compte le suivre partout, bien? Clairement, la réponse est un oui. Fort heureusement, j'ai pensé à quelque chose pour eux. La nourriture n'est pas gratuite, mais chère. Mais alors qu'il continue de miauler, Kyle leur dit d'arrêter, de lui parler en langage humain. La grande sœur lui dit qu'elle a envie de manger de la viande.
marchande. Elle a encore faim. Le petit lui dit qu'il veut du gâteau. Je vais vous nourrir, pas d'inquiétude, mais quitte à me répéter, ce ne sera pas gratuit. 4 jours plus tard, père, mère et Enfanitus étaient tous attablés. Auguste remarque que malgré le départ de Kale pour la capitale, aujourd'hui même il n'a pas le moins du monde l'air nerveux. Celui-ci en reste muet. Il a plu jusqu'à hier. Tout ce qui ne peut être altéré suit le même cours que le roman. Je n'ai pas de raison de m'inquiéter. En y repensant, ça fait déjà bien longtemps que j'aurais dû prendre tarif. Mais grâce à mes manœuvres, rien de tout ça n'est arrivé. Et mieux encore, j'ai pu obtenir le bouclier immatériel. Je ressens en permanence sa force protectrice qui enveloppe mon cœur. Même si je m'éronne, Viclos ou n'importe qui à dos, je survivrai au moins la première attaque. Oh, père, je crois vous avoir demandé de réduire mon escorte, mais ils sont encore plus nombreux. C'était ma décision. Qu'est-ce que les gens vont penser de nous, les Nitus, en les voyant avec une escorte aussi maigre? Ils se diront que notre famille ne peut se permettre plus d'employés. Non, ce n'est pas digne ni d'eux, ni de leur nom, ni de leur standing. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne te crois pas capable de te défendre toi-même. Je sais bien, mère. Le peuple, et bien plus encore, les nobles se soucient des apparences, de tous ces détails qui semblent pourtant si insignifiants. Qu'il a entendu dire que Violaine, fille d'un pauvre baron, rêvait fut un temps d'être à la tête de la guilde marchande. À cette époque, elle était véritablement captivée par le monde des produits de luxe, trouvant acheteur chez les nobles. C'est ainsi qu'elle s'est rendue dans le comté d'Enitus, où, passionnée de sculpture, elle a fini par rencontrer le comte Auguste, duquel elle tomba amoureuse. Elle devint ainsi la présidente de l'office culturel du comté, et ma mère. Violaine est une femme digne et fière, mais en modération. Elle a à cœur que la réputation de la famille soit préservée. Celle-ci reprend et lui dit que pour certains, l'apparence est révélatrice. Bon, au moins ça le mérite d'être clair. J'ai pas le choix, je vais devoir accepter l'escorte. Au fond, ça ne me dérange pas particulièrement d'avoir du monde par-dessus la tête à mes ordres. J'ai presque perdu l'habitude de m'habiller seul. Mais plus important, il y a un dragon fou qui les attend à l'avenir. J'aurais préféré un peu de calme, quoique plutôt de la discrétion. Il faut le libérer avant qu'il ne devienne un véritable fléau. Plus encore, il faut prier que les sévices qu'il subit quotidiennement n'aient pas déjà fait de lui une calamité. Enfin, ce n'est pas comme si je m'inquiétais de la mort d'inconnus. Je ne peux pas aller contre le cours de toutes les horreurs de ce monde. Mais si je peux m'éviter de voir des gens mourir à mes pieds, en plus d'épargner la veuve et l'orphelin, ma foi, pourquoi pas? Je n'ai toujours été responsable que de ma propre vie. Pourtant je sais qu'il n'y a pas plus pesant que devoir s'occuper de celle des autres. Mais voilà, je suis le fils du comte. Elle a raison, mais l'art est le reflet de l'âme. Oh, il connaît cette expression. Bien sûr, comme celle-ci d'ailleurs. La sculpture n'est pas la reproduction du réel, c'est la matérialisation de la vision du sculpteur par les coups de son âme. Mais enfin, je dis tout cela sans prétention, c'est ce que j'ai pu lire lors d'une exposition, ma foi, fort intéressante. Il y avait cela aussi, l'apparence n'a d'importance. L'on peut trouver ces mots sur une plaque mettant en l'honneur les sculpteurs du monde. Ils furent, et je le sais, merci mes lectures, gravés par Violaine elle-même. Qu'il fasse ce qu'il veut pour son escorte, mais en échange qu'il prenne la calèche la plus luxueuse et qu'il en fasse de même pour les accessoires. C'est bien là le minimum pour un Enitus. Très bien, mère, je prendrai ce qu'il y a de plus cher. Devant le sourire de son épouse, Auguste resta silencieux, surpris par la réaction de cette dernière. Mais l'amoureux se reprenant, il interpelle son fils et lui demande s'il a lu les documents sur les nobles qu'il s'apprête à rencontrer. Bien sûr, père, c'était fort intéressant. Il y a des coincés, des manipulateurs, des idiots et des enivrés à l'idée d'un peu de pouvoir. Ah oui, il a vraiment lu. Eh bien, le voilà fin prêt, bon représentant de leur famille. Par contre, Kay, il a entendu une rumeur étrange. L'arbre glouton au sud de Westin aurait changé. Il rayonnerait désormais d'une incroyable verdoyance. Les temps changent, qu'il fasse attention. Auguste a sûrement eu vent de mes visites dans les bas quartiers de Westin, mais il ne doit pas connaître l'existence des pouvoirs anciens. Il doit se douter que je suis lié à cet inattendu changement, et doit subtilement sous-entendre que je dois être plus méfiant, plus sur mes gardes lors de ma sortie du comté. C'est vrai que cela est étrange, mais ce n'est pas plus mal. Il va sans dire, oui, mais passons, qu'il calcule chacun de ses mouvements. Il n'y a pas pire que des commères et colporteurs de malheur, et là où il se rend, le monde en baigne. Il peut agir librement, en quiétude et sans hasard, au sein de leur comté, mais l'inconnu peut être vicieux. Au fond, Kale ne comptait pas faire de vagues. Rentrer entier me suffit amplement. Une fois de retour, je pourrais planifier mon avenir, de sorte à pouvoir vivre en paix au sein du comté, bien à l'abri du sang et de l'odeur de la guerre. Le repas terminé, Violaine et Auguste souhaitent un bon voyage à Kale, avec Bassène et la petite Lily en retrait, lesquels fixent leur grand frère en silence. Ouais. Bassène s'incline, avant que Lily ne bégaye, lui disant de faire attention. Pas d'inquiétude, porte-toi bien aussi. Oui. Tous trois profitèrent d'un dernier silence réconfortant auprès de grand frère, avant que celui-ci, habillé comme il se doit, descendit les marches en direction de la calèche. Kale alla ouvrir la porte pour qu'à peine chose faite, il se demande ce que c'est que ça. Sous ses yeux se trouvait Hans, toujours gaga des deux chagarous, Nuage, la grande sœur, et Caramel, le petit frère, paisiblement endormis sur un coussin royalement moelleux. Pourquoi est-ce qu'ils sont mieux installés que moi au juste? Mais parce qu'ils doivent être à l'aise, jeune maître. Ils sont si jeunes, si innocents et si beaux, si mignons. Voilà un qui n'a pas vu un chagarou ravager des salves d'ennemis à coups de brume empoisonnée. Ron interrompt le dégoût de Kale et lui dit qu'il va s'installer à l'avant avec le cocher. Fais donc, fais donc. Cependant, et à peine le pied posé sur la marche que l'on interpelle Kale. Quoi encore?
Dan lui demande s'il ne ferait pas mieux de s'asseoir avec lui dans la calèche pour mieux le protéger. C'est gentil, mais non. Bon Dieu qui va être collant celui-là. C'est compris. Pour être honnête, il y a une chose que je n'explique pas et dont l'augure m'est silencieux. Ce regard de Dan n'est pas le sien. Dans la trame originale, celui-ci est dur, impétueux en son cœur, et bien qu'il retienne sa soif de vengeance, celle-ci se lisait à ce moment de l'histoire. Cependant, ce n'est pas l'esprit de ce regard. Il ressemble d'ores et déjà à celui qu'il arbore au début de son grand périple avec Viklos, Rosaline, et qui, bien que toujours désireux d'accomplir ce premier souhait, jouit déjà d'un certain sang-froid. J'imagine que ça ne devrait pas être trop grave, mais je n'aime pas ce que je pressens. Oui, c'est ça le sarrasin, j'en parlerai à mon cheval. Évidemment qu'il y a de ça dans leur comté. Tu verras à quel point tu regretteras d'avoir traité Dan Adhémar de la sorte. Bonjour monsieur, êtes-vous prêt à partir? Lui claquant la porte au nez, Kay lui dit que oui, alors ne viens pas leur faire perdre plus de temps dans des bavardages inutiles. Le bruit redondant du trot des chevaux balayait le beau paysage des confins champêtres du comté. Et pourquoi je ne demanderais pas à Hans de s'occuper des cadeaux? Plutôt lors de cet agréable moment où le temps s'arrêta entre frères et sœurs, Kay lui laissa choir et leur demanda, hésitant, s'ils veulent qu'il leur amène un cadeau à chacun. Pour de vrai? Lily lui dit d'une voix crescendo qu'elle voudrait une épée s'il te plaît. Une épée? Tu es sûr de ton choix? Bassen lui dit qu'en ce moment, Lily rêve de devenir chevalière. Après tout, les Nitus jouissent d'un physique avantageux pour l'escrime. Ça devrait aller, j'imagine. Elle n'a que 7 ans, mais elle est déjà grande pour son âge. Avec un peu d'effort, elle pourra s'en servir. Ça t'irait bien, oui. Je t'apporterai la plus élégante que je trouverai. Merci beaucoup! Et pour toi, Bassen? Une nouvelle plume, je te prie. Avec plaisir. Mais alors que Kay le pondérait la délégation de cet âge de grand frère, le convoi s'arrêta. Les deux chats, bien peu intrépides, étaient terrorisés. Là où Kay demande rhétoriquement s'il y a un problème. Faisait barrage à la délégation, un groupe de brigands dont le leader ordonne à tout ce beau monde qui désire passer le col de montagne de payer le tribut qu'il a arrêté. Il fallait que ça soit des bandits, c'est cliché comme écriture. En tout cas, ils doivent être sacrément abrutis pour s'en prendre à une délégation arborant l'armoire Initus. Les deux chats poussent un soupir de soulagement une fois compris qu'ils sont en sécurité, osent même insulter ces bandits d'idiots. Au même moment, Ron se présente à Kale à travers la vitre et lui confie qu'ils vont stationner ici quelques instants. Il y a bien trop de lapins par ici. Alors c'est à ça qu'il faisait allusion quand il parlait de lapins, ce malade. Bien sûr, il n'a pas perdu la main pour ce qui est de la chasse aux lapins. Voilà qui retarde un peu mes prévisions. Un jour, tout au plus, c'est là le temps qu'ils auraient dû prendre pour rejoindre leur première escale, le village du dragon. Au dîner ce soir, du ragoût de lapin, enfin de lièvre, qu'importe. Au-delà des figures de style de cet abject vieil homme, celui-ci ne les tient même pas au mot. Pas fichu d'attraper un des lapins du ragoût. Voyant Dan déguster son mets, il se doute que c'est lui qui les a attrapés. Mais pourquoi fallait-il que ça soit du foutu lapin? Je déteste le gibier. Quoiqu'à ses pieds, il y en avait deux qui taperaient bien dans le ragoût. Mais c'est l'intendant Gaga qui pointe le bout de son nez à peine amialement entendu et leur propose la délicieuse viande séchée. Kale, bien peu intéressé par ces niaiseries, tourne son regard vers les mercenaires, Dan y compris, en charge de la protection du convoi. Parmi ceux qui ont affronté les bandits, il y en a bien sûr un qui s'est illustré. Dan Adhémar. J'admettre, la bataille est terminée. Cependant, le moquet reprend le moqueur. C'est faire insulte à la bravoure que d'appeler ça une bataille. C'était beaucoup trop simple. Oh, ce type est de la trempe de ceux qui bravent les classes pour tabasser un fils de noble. Évidemment que c'était de la rigolade pour lui. Mais c'est l'éternel Ron qui vient briser le train de pensée de Kale. Monsieur n'a-t-il pas faim? Il a à peine touché à son plat. C'est terrible à quel point cette enflure prend du plaisir à me tourmenter. Non, je n'ai pas d'appétit, en effet. Dan s'immisce à la conversation et demande à Kale s'il est malade. Non, du tout. N'allez pas vous inquiéter pour moi. À vrai dire, j'aurais peut-être fait plus d'efforts si ce n'avait pas été pour les allusions de Ron. Mais alors que Kale détourne la tête, le regard de Dan reste quant à lui bien fixe avant que ce dernier n'interpelle Monsieur Kale. Celui-ci retourne encore la tête, lui demande ce qu'il a à le fixer comme ça. C'était votre première bataille? Quelle bataille? La rencontre avec les bandits? Oui, tu l'as dit toi-même, c'était plus de l'ordre de la plaisanterie qu'autre chose. Cependant, l'on pourrait bien dire que c'était mon premier combat, oui. Je n'avais jamais vu autant de bandits auparavant. Dan comprend, il a dû craindre pour sa vie. Mais non, voyant. Bien qu'au fond, je mentirais si je n'avais pas eu peur. Mais enfin, entre lui et René Viklos, j'ai eu le temps de m'habituer à ce sentiment. Ça n'a rien à voir avec le regard du vieux cynique devant des lapins capturés, et de son tordu de fils aiguisant des couteaux. C'est en permanence que je crains pour ma vie. Je suis entouré de fous furieux. J'ai encore moins d'appétit qu'avant. Mais s'il y a bien bon point dans tout ça, c'est que Dan a bien compris le message. Il fait comme si de rien n'était depuis notre entretien privé. Mais voilà qu'en pensant du loup, celui-ci s'était levé et interpella le fils du comte avant de s'approcher de lui. Que me veux-tu? C'est toujours difficile la première fois. Mais qu'est-ce qu'il raconte encore, celui-là? Vous n'avez pas pris part au combat? Non, pourquoi faire? Pour pouvoir vous protéger vous-même, monsieur. Don, ne les vois-tu pas? Tous ces gens qui sont là, prêts à me protéger. Eh bien qu'ils ne le sachent pas, mais j'ai aussi un atout, insoupçonné. J'ai le cœur solide, je survivrai. Personne ne sait à quel point je suis devenu compliqué à abattre.
quoi qu'en l'état, j'ai pas touché à mon plat, je suis explosé de fatigue. Ces détraqués doivent bien penser que je bluffe. Mais devant la confiance branlante de Kale, ce sont les deux chats qui viennent remiauler de plus belle. C'est un plaisir pour eux de venir l'emmerder ou bien Dan tourne les talons au même moment et confie à Kale qu'il va aller s'entraîner. Après manger, il doit devenir plus fort. C'est infernal, j'ai l'impression de voir un niveau 200 tout droit sorti du compte à rebours tabasser des pauvres pious à Strub. C'est presque lugubre. Mais voilà que demain apporte une merveilleuse assiette à Kale. Viklaus lui dit que ça lui plaira plus. Oh, merci bien. Ron, toujours aussi insidieux que l'arsenic, dit à Kale qu'il a ouï dire qu'il n'y a rien de mieux qu'une citronnade bien acide pour retrouver l'appétit. Mais avant même que le dégoût ne rejaillisse en Kale, le vice-capitaine ordonne à tous ses hommes de le retrouver derrière le camp pour l'entraînement du soir. Tiens, voilà un que Dan a inspiré. Au final, et à cause du retard pris, c'est au bout de 3 jours que nous commencions à nous rapprocher de notre première vraie escale, le village de Dratsburg, juste au-delà des frontières du comté, dans le vicomté Avrans. Le vicomte a fait construire une luxueuse demeure au pied de la montagne en surplomb du village, et c'est là-bas que le dragon noir est enfermé, quelque part dans les sous-sols de cette maison des horreurs. Cela dit, ça a beau être la demeure des Avrans, le vicomte mange à la table du marquis Stan. Et qui dit marquis Stan, dit son deuxième fils et héritier, Venion. Celui-ci est d'une fourberie et d'une malice dont je peine à trouver les mots pour les décrire. Il est allé jusqu'à comploter pour rendre son grand frère infirme et récupérer la place d'héritier du marquisat. Une des personnes les plus abjectes de l'avènement du héros, quelqu'un qui se rend souvent à cette belle demeure, assez souvent pour s'amuser à y séquestrer un dragon et à le torturer. Ce type n'a pas 2 sous d'intelligence. Voyant Kale soupirer, Hans sursaute avant de lui demander s'il est fatigué. Il va partir avec monsieur Adhémar prévenir la prochaine auberge de son imminente arrivée. Fais donc ainsi. Tout de suite, monsieur. La soirée tombante. Kale regardait Hans et Dan discuter à quelques pas de la calèche avant qu'il n'interpelle le dernier, lequel lui demande ce qu'il y a. Assure-toi de te dépêcher de revenir vite. Bien sûr, monsieur, il fera au plus vite. Et pourquoi il réagit comme ça? Pas ça, ça me fout le cafard. Mais c'est en voulant échapper à cette vision désagréable que Kale en vit une plus horrifique encore. La course effrénée des chevaux ne cessait malgré le pauvre vieillard traversant le chemin poussant à nager. Filant plus vite que le son, ni Hans ni Kale ne s'attendait à ça. Bien que le second trouve cette scène horriblement cliché. Dan agrippe à l'innocent et plonge avec lui évitant par miracle le convoi de la mort. C'est face à ce presque accident qu'enfin le chariot s'arrêta. Loin en aurait été le cas sans intervention miraculée pour ce convoi noble à l'armurerie sinistre. Bien que c'est déjà la 2e fois que cette histoire joue des pires stéréotypes pour faire avancer le scénario, Kale est tout de même soulagé qu'il n'y ait pas de blessés à déplorer. Le vice-capitaine, voyant le jeune maître se diriger vers le convoi et le lieu de l'incident, lui demande s'il y va lui-même. Bien sûr, qui d'autre que lui pour aller régler des affaires de nobles. Le voilà enfin, l'incarnation même du noble hautain, Venion Stan, et surtout l'un des grands antagonistes de l'avènement du héros. Une femme accompagnant le fils du marquis demande froidement au vieil homme et à Dan de quel droit ils osent se mettre en travers de la route des Stan. Mais enfin, il a failli y passer. Et puis il ne s'est pas mis en travers de votre chemin. C'est vous qui êtes arrivé en trompe dans un village sans considérer ralentir. L'on doit s'écarter devant la calèche d'un noble, c'est du bon sens. Et s'ils étaient morts, ce n'est pas leur problème. Si ce paysan n'est pas au courant des bonnes mœurs, quoi de ce qu'il peut lui arriver devant la noblesse lui incombe. Ces mots firent ressortir chez Dan l'expression d'une noirceur vengeresse qui semblait comme éteinte. Mais Venion, posant sa main sur l'épaule de la sévère Claire, lui dit que ça suffit. Son regard froid se posa silencieusement sur ceux qui osent contester son absolue autorité. Hans murmure à ce propos à Kale qu'il semble que monsieur Adhémar soit un peu trop emporté. Arrête de te donner un spectacle. Mais ils auraient très bien pu changer de direction pour l'éviter. Il ne peut pas ignorer ça. Dan, calme-toi. Ça mange. Elle est tachetée de sang. Il n'est pourtant pas blessé. C'est bien probable que ce soit la leçon du dragon noir. D'un air incroyablement cynique, Venion demande à Seth, inconnu, s'il est membre de la famille Enitus. Il me connaît, je ne vais pas avoir beaucoup de marge de manœuvre. C'est le cas, oui. Vous devez être monsieur Venion Stan. Enchanté, je suis le fils aîné du comte Auguste Enitus, Kale Enitus. Il a beaucoup entendu parler du fils aîné du comte pour son excentricité, disons. Mais il eût cru comprendre que c'était le cadet, Bassen, qui se rendait aux cérémonies depuis 2 ans, non? Alors ce serait vous. Il me tape déjà sur les nerfs. Oui, c'est moi. Kale le vaut rien. Ah, mais vous savez plaisanter. Bon, j'ai beau avoir perdu un temps précieux à cause d'un léger obstacle. Je dois vous dire que vous m'êtes d'agréable compagnie. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer l'aîné Enitus. Par contre, à propos de votre subordonné, vous veillerez à lui inculquer ne serait-ce qu'une once de bon sens pour qu'il soit à même de comprendre ce que sont les bonnes mœurs. Le paysan se prosterne à ses mots et supplie monsieur le fils du marquis d'accepter ses plus sincères excuses. Devant le sourire indiscret de Venion, Kale a tout perdu de cette petite joute verbale. Cependant, l'on voit comment se comporte le peuple à l'image de qui le représente. Domine la soumission des habitants devant quelqu'un qui n'a légalement aucun droit sur eux en dit bien long, tant sur le vicomte que les Stan. J'imagine que nous vous avons déjà fait perdre assez de temps, Venion. Nous faisons escale, mais avec la nuit qui tombe, serait-il peut-être préférable pour vous de vous hâter? Vous êtes plein de considération, Kale. Crois-moi que je ne m'écraserai pas au point de cirer les pompes avec forme, pauvre merde.
De toute façon, Dan pourra bien lui faire goûter son poing, voire affûter sa lame dans ses entrailles, ça ne me dérange guère. Cependant, je ne peux le laisser faire de la sorte en tant que mercenaire à ma solde. Posant soigneusement sa main sur le paysan, Kale l'interpelle. Mon brave. Oui, monseigneur. Indique-moi la taverne la plus proche, veux-tu? Comment? Nous faisons escale et je cherche un endroit où me désaltérer de cette irritante affaire. J'ai besoin de la fraîcheur de l'oubli pour démarrer demain du bon pied. Tendant cette même main droite vers Vénion. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, mon cher. Celui-ci regardait avec un dégoût omniprésent, la main tendue salie du toucher du gueux. Mais il comprit néanmoins le message. Claire confirma directement les propos de Kayla Vénion. Ils ont été suffisamment retardés. Je te prierai de ne pas interrompre la conversation de deux nobles. Serrant la main en arborant ce même masque d'une hypocrisie aussi écœurante que plus tôt, il dit à Kale qu'il est assez occupé. Il doit malheureusement déjà le quitter. La poignée de main défaite, Kale a bien réussi son petit coup. Tu peux t'amuser dans une joute verbale à monter sur de grands chevaux verbeux, aux propos pompeux, mais le style n'a de sens qu'avec le poing. Ce sera au plaisir de vous revoir en Kissina. Votre présence est digne du marquisat Stan. Touché mais pas coulé, Vénion lui retourne le compliment. Vous n'êtes pas comme les autres nobles. J'ai confiance en cette chose que l'on appelle destin. Nous nous reverrons bien vite, Kale Initus. La noire calèche repartit ainsi, laissant Kale soupirer. Crois-moi que jamais je ne compte revoir l'abjecte personne que tu es. Dan, sache que malheureusement, nombre de nobles sont comme lui. Tu apprendras à t'écraser, même dans la raison. Peut-être qu'un jour tu pourras te rebeller. La vie est injuste, garde-le toujours à l'esprit et agis en conséquence. Mon brave, pourquoi ne vous relevez-vous pas? Vous êtes blessé? Tiens Dan, tu vas te rendre utile. Ramène cette pauvre âme chez elle. Et il va bien, il va leur montrer le chemin. Ça ira, ce n'était qu'un jeu. Et ils vendent de l'alcool. Ah, vous êtes tavernier? Non, il tient la seule auberge du village. Ils y vendent de quoi boire et se restaurer. Eh bien, puisque c'est la seule auberge, ce sera mieux que de coucher la belle étoile. Hans, je te laisse t'occuper des détails avec lui. Monsieur Kale, que veux-tu? Vous n'êtes pas en colère? Pourquoi donc? Parce que j'ai dû m'écraser devant lui, à cause des propos déplacés à ton encontre et aux autres notamment, du fait de son cynique sadisme devant la vie de pauvres roturiers. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est vous, Vénion, qui devrez implorer mon pardon. C'est là ce que tu aurais aimé que je dise, Dan? Je ne peux pas me permettre une telle franchise. Le jeu de la noblesse est de danser avec le sous-texte. Mais si ça peut te permettre de dormir mieux, crois-moi que lui aura une nuit courte. Je l'ai bien fait passer pour un con. Après, tu te doutes bien que ce n'est pas l'envie qui manque. Il y a plus d'un moment, j'aurais pu perdre mon sang-froid, mais l'heure n'est pas à l'algarade. Dan, mon père m'a eu dit ces quelques mots. Cela ne sert à rien de vouloir marquer l'histoire. Aspirez à vivre paisiblement. Faites en sorte que votre quotidien ne soit que bonheur. Composez avec l'autorité jusqu'à l'absurde. Trouvez la clé vers les champs de la paix et les fées des blés. Notre cher Vénion ne tardera pas à être mis à la porte de chez lui. Regarde l'avenir, Dan. Il est radieux. Quoi? Un familier de plus, ça ne se refuse pas. J'ai hâte de voir ce beau dragon voler dans mes bras. L'aubergiste présente à Kale leur meilleure chambre. Oui, c'est très bien. C'est la première fois qu'ils accueillent un noble. S'il vous plaît, qu'il soit clément devant leur incompétence. Je sais qu'il veut bien faire, mais c'est vraiment trop, ça me met mal à l'aise. Détendez-vous donc. Je n'apprécie guère ceux qui se rabaissent pour une raison ou une autre. Vous n'êtes pas incompétent. Vous accueillez à bras ouverts des voyageurs inattendus et faites de votre mieux. Le gérant ne revient pas des paroles de son invité et en reste muet. Après un instant marqué, il lui demande si tout le monde est aussi bienveillant dans son comté. Aussi bienveillant que moi? Vous n'avez certainement pas entendu parler de Kale le Vaurien. Ils sont tous plus bons que je ne le serai jamais. Mais les chats savent bien qu'il ne s'agit là que de balivernes. Merci pour vos efforts, à vous comme aux autres. Vous pouvez disposer. Au final, il sera resté aussi crispé jusqu'au bout. Quelques instants plus tard, l'on toqua à la porte de Kale. Tu peux entrer. Hans lui demande si c'est là ce qu'il voulait qu'il lui récupère du convoi. Oui, c'est cela. Merci. Donnant la caisse à Kale, Hans ne dissimulant rien sa curiosité, ce que le jeune maître remarque sans grande difficulté. Dis-moi, un bon attendant ne devrait-il pas cacher au mieux ses émotions? Un bon attendant ne cache rien à son maître. Il fait dans l'humour aussi. Oui, c'est un de ses domaines d'excellence. Full camp, avec plaisir. Au fait, monsieur, vous comptez rester ici 3 jours, c'est bien cela? Oui, j'ai quelques préparations à faire, auxquelles un voyage ne se prête pas. Une fois Hans parti, Kale pouvait s'occuper de ses occupations. Mis à part Ron, bien sûr, Hans semble plutôt à l'aise avec moi. Aucun doute que je lui fais peur, mais ses sentiments semblent se dissiper peu à peu en lui. Il a du cran, c'est bien. Mais enfin, seul à seul avec leur sauveur, les deux chats prennent la parole. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ils veulent savoir! Posant sa main sur la boîte et ouvrant délicatement celle-ci, Kale leur dit qu'il s'y trouve ce qui lui permettra de sauver une pauvre créature et d'en faire regretter certains. Mais surtout de quoi assurer ma sécurité. Avant l'arrivée de Ron et Dan au salon de thé de Bilos, Kale passa une singulière commande auprès du tenancier, lequel, bien intrigué, lui demande ce qu'il compte en faire. Mais ça ne te regarde pas. C'est vrai, mais il sait que tout cela va lui coûter un bras pour parler familièrement. Je ne peux pas les louer? Ça devrait être possible, mais seulement parce que c'est vous. Par contre, ce n'est pas aussi simple que d'obtenir ce que vous voulez, si bien que je vais devoir les prendre à mon nom. Vous devrez ainsi absolument me retrouver à la capitale
spécial pour me les rendre. Soit, révélant une étrange sphère à la petite chatte. Celle-ci lui dit qu'elle veut savoir. C'est un objet qui provoque la confusion, mais surtout un objet d'une extrême rareté. À titre d'indice, on parle en centaines de millions de galons. Rien qu'à entendre le prix, les poils des deux chats se hérissèrent. À la location, c'était 20 millions. Jamais je ne pourrais assez remercier Père de m'avoir donné autant de fonds. Bref, vous voyez, cette formidable petite sphère permet de dérégler tous les objets magiques présents au sein d'un certain rayon. Cela dit, il faut l'installer une journée à l'avance et elle ne reste active que pendant 40 minutes. Ça fait une sacrée somme pour même pas une heure, mais je sais apprécier sa résistance. Jetant délicatement la boule à l'arrière, les deux chats ne savaient pas s'ils devaient s'en tenir éloignés ou laisser la curiosité prendre le dessus. Vous savez lire une carte? Bien sûr! Ils étaient les héritiers des chats-garous de la brume. Oui, ils savent faire plein de trucs. Étalant une carte, Kay leur dit qu'il se trouve actuellement au sein du petit village ici. Voit-il la montagne adjacente? Oui, il la voit. En allant vers l'est de celle-ci, vous trouverez une villa, mais ne vous en approchez pas de trop près ou vous risqueriez de vous faire attraper. Contentez-vous de trouver une entrée vers un souterrain. Ils ont un ami à récupérer là-bas. Un ami? Oui, un ami. Et plus jeune encore que toi, Caramel. Plus jeune? Il doit avoir 4 ans tout au plus, donc oui, plus jeune. Nuage lui demande s'ils doivent aller le sauver avec Caramel. Non, vous non, enfin pas seul. Vous allez commencer par planter la clé du théâtre de leur opération du lendemain. Donc, pour résumer, trouvez l'entrée de la caverne aux abords de la villa sans vous approcher de celle-ci et enterrez la sphère de confusion non loin de la susmentionnée entrée. Mais surtout, Nuage, Caramel, veuillez ne surtout pas vous faire prendre. Ils doivent l'enterrer juste à côté de la grotte. C'est cela, s'ils y parviennent, ils pourront sauver le petit. Trop facile! Nuage est d'accord avec son frère. Ils ont réussi à s'échapper de leur tribu, c'est du gâteau pour eux. Évidemment que ça sera facile, je ne vous aurais pas envoyé autrement. Bref, une fois de retour, ce sera bœuf à volontiers pour vous deux. Les deux chats-garous en miaule d'excitation. Nuage bondit ainsi de par la fenêtre, la sphère de confusion dans un pochon attaché à son cou et filait sereinement à côté de son frère, tout heureux à l'idée de manger plein de viande. Ça, c'est une vue qui a de quoi faire sourire. La nuit passée, Kay a profité d'un petit déjeuner avec Dan, bien que profiter est un grand mot. Au final, on s'y habitue à la citronnade. Mais voyant l'air pensif de son employeur, Dan lui demande ce qu'il y a. Kay le marque un temps de pause avant de lui demander s'il a déjà vu un dragon. Un dragon? Un dragon? Il a dû voir quelque chose de semblable par le passé. Quelque chose de semblable? Ça m'embête ça. Il y en avait dans la forêt des ténèbres. Et comment était-ce? Un monstre comme un autre. C'est-à-dire, menaçant et féroce. Pas grand-chose de plus. Toi, tu n'as jamais vu de dragon. Pardon, monsieur? Les dragons, comme les elfes, les nains, les hommes bêtes, sont bénis d'émotions. Ils sont aussi dignes que les hommes. Si tu avais véritablement croisé la route d'un dragon, tu l'aurais su. Tu te rappelles de notre conversation de la veille? Oui, vous m'aviez parlé d'un dragon. Il se trouve que l'une de ses merveilles, gardée captive depuis sa naissance, prisonnier de lugubres souterrains, il n'a connu que torture. Imagines-tu une telle vie? Ce dragon est forcé d'abandonner la même chose qui fait de nous des hommes. Il n'a plus personne en qui placer un espoir, et personne ne l'attend. En revanche, résonne chaque semaine le bruit du pendule des sévices où, un pas après l'autre sur le sol putride des souterrains, sonne comme les secondes de l'éternité. Je me doutais qu'il réagirait comme ça. C'est un brave type, bon par-dessus le marché. Il est évident qu'il est au bout après une telle histoire. Sache, Dan, que cette pauvre créature n'est pas loin d'ici. Par contre, c'est presque comme si je voyais l'aura de sa colère. Se reprenant, Dan se rappelle ce qu'il a dit hier. Il compte la sauver et la prendre sous son aile. Pourquoi diantre la prendrais-je avec moi? Mais c'est ce que vous avez dit hier. Tu m'envoies désolé, mais j'en accuse l'excitation. Un dragon qui n'a connu que torture de la main de l'homme n'acceptera jamais la moindre tendresse de la même paume. D'autant plus, j'ai cru comprendre que les dragons se considèrent comme des êtres supérieurs aux autres races. Mais surtout, à élever un dragon, je peux les sentir d'ici. Problème ennui et tous leurs copains. Il n'y a qu'une vingtaine de dragons dans le monde. 10 sur Oxymilia, notre continent, et 10 sur Orientalia, le continent voisin. En prendre un avec moi, ça revient à voir les yeux de tous les royaumes du globe posés sur ma personne. Et du coup, comment ça? Et du coup, c'est un problème, c'est évident. Il n'est pas sûr de le suivre. Ce dragon doit vivre librement. Et il refuse de croire qu'il veuille le tuer. Ah, il veut le libérer. Exact, j'ai besoin de ton aide, Dan. Avec plaisir, il fera tout ce qu'il désire. Il soulèvera des montagnes. Crois-moi, ce n'est pas là la mission du millénaire non plus. Tu n'auras qu'à m'assister en discrétion. Il savait qu'il était quelqu'un de formidable. Oui, bon, passons les compliments. Il va demander à Ron de ma part de préparer de quoi festoyer ce soir avec un peu d'alcool. La fin d'après-midi venue, la garde du fils du comte animée dans un brouhaha apaisant le bar de l'auberge, là où Kay se saoulait la gueule comme au bon vieux temps devant le regard perplexe de Dan. La bouteille vidée, il y en a un qui commence à sentir l'éthanol faire effet. Mais véritablement effaré, Dan demande à Hans s'il peut vraiment le laisser boire autant. Mais oui, regardez donc, il n'y a rien d'autre qu'une bouteille dans ses mains. Pas de table, de chaise, tout va bien. Il m'a même promis qu'il n'allait pas l'acheter. Pas la peine de s'inquiéter, tout va bien enfin. Kay le retourne auprès de l'aubergiste et le félicite pour la qualité de son alcool. Ne m'attendez pas à boire quelque chose d'aussi bon. Ça lui fait plaisir d'entendre de tels compliments. C'est un alcool spécial qu'ils font partir de pommes et d'herbes médicinales de la montagne, d'où son prix un peu plus élevé que les autres. T'en as beaucoup ou pas? Bien sûr, monseigneur. Super, je paye ma tournée. Mais le vice-capitaine se lève et dit au jeune maître qu'il n'a pas besoin de... Toi, tu bois et tu te tais. Dan, je veux me reposer, aide-moi à monter dans ma chambre. Mais le vice-capitaine lui dit qu'il peut l'aider. Non, profitez de votre soirée avec la garde, vice-capitaine. Il n'y a pas de danger ici, que la garde se relaye pour que tout le monde puisse profiter. Allez, amusez-vous bien, messieurs.
vous l'avez mérité. Kyle partit ainsi, accompagné de Dan, laissant le vice-capitaine incrédule. Cependant, en descendant les escaliers, Ron est interpellé par ce qu'il voit. Kyle ayant largement exagéré son état d'ébriété, c'est bien qu'il est libre d'agir en maître, mais s'il ne le prévient pas, les choses pourraient tourner vinaigre. Ron, je ne vais pas tarder à m'absenter, veille à n'en parler à personne. Celui-ci lui dit qu'il l'attendra. Ne te donne pas cette peine, va. Le pas de la porte de son annexe passé, Kyle fait demi-tour et demande au majordome et au sous-intendant de ne le déranger qu'uniquement en cas d'urgence. Vous savez mieux que quiconque que je peux être particulièrement désagréable si l'on interrompt mon sommeil, n'est-ce pas? Bien sûr, messieurs, reposez-vous bien. Ron lui dit qu'il se tiendra devant la porte et s'assurera que personne ne vienne le déranger. Se tournant vers Dan, Kyle le remercie pour son aide et lui dit que ça ira à présent. Cependant, il s'assure un angle mort où il peut lui murmurer quelques instructions. Retrouve-moi dans ma chambre une fois le soleil couché, mais passe par la fenêtre, je la laisserai ouverte. Celui-ci acquiesce du regard avant de quitter les lieux sans rien laisser transparaître. La nuit, s'engageant doucement, Nuage et Caramel attendaient là, de retour de leur opération. La première demande à Kyle s'ils y vont maintenant. Un instant, le bruit de la semelle atterrissant sur le rebord de la fenêtre. Et Dan, plus ponctuel qu'un horloger, était arrivé. Sautant à l'intérieur de la chambre, il interpelle Kyle et lui demande ce que c'est que ça. Ça, c'est ce que tu vas également porter. Jetant la tenue vers Dan, celui-ci complètement perdu devant tout ce qui lui arrive. Et qu'est-ce que c'est? Il est Miro ou bien? Ce sont les habits de l'organisation. L'organisation? Tu ne la connais pas encore. Ce sont les habits de l'organisation secrète. Tu apprendras à la connaître. Je vous demande pardon? Oh, mais rassure-toi, tu ne la connaîtras pas en bien. Ces habits sont décrits en détail dans l'avènement du héros. Probablement parce que Dan est amené à leur faire front de nombreuses reprises au cours de l'histoire. Mais bref, si je me suis débrouillé pour en faire deux paires aussi proches possible des originaux, c'est pour accomplir mon premier tour de force dans l'histoire. Qu'importe si ce n'est pas exact. Avec ça, je peux sans effort jeter le blâme de ce que nous nous apprêtons à faire sur l'organisation. Dan lui demande s'ils vont faire quelque chose de mal. Quelque chose plutôt qui fera regretter à Venion d'avoir osé nous regarder comme il l'a fait. Ah, sublime! Je suis partant, monsieur! Voilà une leçon que la vie offre. On a beau être clément, il existe toujours quelqu'un vers qui notre rancœur puise sa férocité. Et ce quelqu'un, il finira par bouffer le sol. Je ne t'ai pas dit, eux, vois-tu, sont des enfants chez Garou. Nuage, Caramel, Dan démarre. Dan, Nuage et Caramel. Maintenant que les présentations sont faites, on peut y aller. Au cœur de la forêt, au moment du manoir occupé par Venion, Kyle regarde attentivement sa montre. Le bruit de la trotteuse et le cliquetis sonnant 3h43. Ça fait là bien assez longtemps que la sphère de confusion est enterrée. C'est parti! Caramel et Dan s'élancèrent, Kyle derrière, suivant la course de Nuage. À l'écoute de l'alarme de la bâtisse, Kyle est ravi de voir que la sphère fait bel et bien effet. Mais alors qu'un cri résonne à travers les bois, il sait bien qu'il n'y a pas qu'elle qui est efficace. Aux abords de la caverne du Dragon Noir, Dan avait envoyé l'un des hommes de la garde de Venion à terre. Le deuxième lieu qui va lui faire regretter ses actes. Mais son épée vacilla et désarmé, le valeureux tomba comme le malheureux. Avant qu'il ne puisse se reprendre, Dan lui assène un puissant coup d'envoyant chaos sans préavis. Mais surgirent des souterrains une légion de soldats prêts à en découdre. Nuage. Hein? D'où vient ce brouillard? Mais gardant son calme, l'un des soldats aperçut la silhouette de Kyle et se dirigea vers les souterrains et s'érua vers lui. Protection immédiate. Mais avant même qu'il ne finisse l'incantation de l'ancien pouvoir, Dan intervint de son épée de celle de celui qui, ordonnant aux autres de s'occuper d'eux, semble être leur capitaine. Cela dit, le résultat ne fut que plus d'épées valsantes dans les airs. Le capitaine n'en revient pas. Ce type vient de vaincre deux personnes en moins d'une seconde. Qui diable est-il? Bordel, ce type est une vraie aberration. Cependant, il est tout juste réarmé que le capitaine dut faire pour la célérité du prodige à démarre. Mais celui-ci compte bien envoyer toutes ces saloperies pourrir des mains de la malice qu'ils chérissent tout ce temps. Laissant le virtuose faire face aux affres de ce monde, quel lui qu'il compte sur lui. Alors que le retentissement du fer défie le silence de la montagne, Dan lui fait le serment devant Dieu que personne ne passera. Mais pourquoi? Pourquoi la boule de cristal ne fonctionne plus? Mais l'attention du garde est attirée par des pas d'un calme effrayant. Qui est là? N'approchez pas, celui est dangereux. Ah oui, tu as de quoi avoir peur. Venion a fait installer un appareil d'autodestruction en cas d'intrusion. S'il enclenche l'appareil, tous les souterrains s'effondreront dans l'enfer des détonations. Et j'y resterai pour toujours. Mais voilà qu'une étrange fumée verte se met à danser. Partez d'ici! Red mort. C'est d'une simplicité, c'en est déconcertant. Mais passons, voilà la clé. Bon travail, mes petits. Marchant à travers les galeries, éclairé à la lueur de bougies, Kyle ne s'attendait pas à une telle prison quand il a pu lire les termes de caverne ou souterrain. Mais voilà qu'enfin il est arrivé. Devant lui, dormait paisiblement l'être au cœur de son intrigue. Nero le Dragon Noir.
J'adore ce genre de série, je peux passer une éternité à tremper ma plume dans l'encre. Non sérieusement, qu'est-ce que j'aime le français. Une semaine pleine à scripter, sans compter le doublage, montage et tout le tralala. Bref, merci à 13, oui c'est son pseudo, pour son premier montage sur la chaîne, merci à Magikarp pour SFX et Bibi aux musiques. On espère tous trois que ça vous a plu, et si c'est le cas, peut-être souhaiteriez-vous me soutenir sur Patreon. Je vous mets le lien en description. Je remercie tous ceux qui le font, comme ceux qui se contentent de regarder d'ailleurs. Votre soutien à tous m'est sincèrement précieux. Sur ce, c'était Solstice, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.